Bonsoir, bienvenue dans le 4e numéro d'Hier, Aujourd'hui, Demain. Au programme ce soir, le seul intellectuel français qui se réjouit de l'élection de Donald Trump. Il s'appelle Emmanuel Todd. Nous allions lui demander pourquoi. Alain Cabantous va nous raconter que cela fait 17 siècles maintenant que l'on fête Noël le 25 décembre. Cécile Cazenave va nous expliquer comment les riches s'accaparent les terres agricoles des pays pauvres, des dizaines de millions d'hectares depuis quelques années. Deux célèbres psychiatres, Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine, vont nous conter la folle histoire des idées folles en psychiatrie. Comment soigne-t-on les fous depuis des siècles? Alain Deneau est l'auteur de La médiocratie. La médiocratie, d'après lui, règne partout, en économie, en politique, dans l'éducation, dans les médias. La médiocratie, c'est le système qui nous enjoint à tous d'être médiocres. Laurent Alexandre, lui, pense que le transhumanisme est inéluctable. On va augmenter les êtres humains, sauf les Français, qui pensent pouvoir l'interdire, comme on a interdit la PMA ou la GPA. Et Charlotte Duvette et Morgane Walter vont nous montrer comment nous meublons nos intérieurs depuis le Moyen-Âge, comment nous sommes passés de tous dans le même lit, y compris les invités de passage, à chacun sa chambre. Hier, aujourd'hui, demain, ça commence tout de suite. Emmanuel Todd, si on commence ce 4e numéro d'Hier, Aujourd'hui, Demain avec vous, ça n'est pas parce que vous sortez un livre, c'est parce que vous en avez écrit deux il y a quelques années et que je me suis dit, quelqu'un qui a écrit ces deux livres-là doit avoir sur l'élection de Donald Trump un autre regard que celui de la plupart des intellectuels et des commentateurs français. Les deux livres auxquels je fais allusion, c'est Après l'Empire, un livre que vous avez publié en 2002, un livre sur un essai sur la décomposition du système américain, et le second, c'est Après la démocratie, que vous avez écrit en 2008. Alors forcément, pour vous, l'élection de Donald Trump, ça n'est pas ce qu'on dit. J'irai même plus loin, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Moi, je me suis jamais tellement intéressé au personnage de Donald Trump, qui est ce qu'il est. De toute façon, j'ai jamais eu de grosses compétences pour juger les hommes politiques. Il y a une époque où je croyais que François Hollande était un type intelligent. Donc, ce que je pense sur les hommes politiques ne m'intéresse moi-même plus. Par contre, l'évolution du corps électoral américain est la chose intéressante. Et je prends son élection comme une bonne nouvelle parce que le corps électoral américain a agi de façon rationnelle. La population américaine est une population qui souffre d'une politique économique folle qui s'appelle le libre-échange. Et la réalité des États-Unis, c'est ce que j'avais vu l'année dernière, et c'était dans la presse d'ailleurs, c'est que la mortalité de la population blanche âgée de 45 à 54 ans avait recommencé à augmenter, et pour des raisons tout à fait spécifiques, suicide, alcoolisme, empoisonnement, tout ce qui évoque un mal-être social. Donc d'un côté, vous aviez une population en souffrance qui n'en pouvait plus du libre-échange, de l'autre côté, une classe supérieure éduquée, tellement intelligente, qui pensait ou qui pense toujours d'ailleurs qu'on peut faire autre chose que le libre-échange. Et puis tout d'un coup, vous avez vu apparaître dans la campagne électorale le libre-échange comme thème majeur, pas simplement chez Trump, mais aussi chez Sanders. Et Trump, c'est le type qui a foutu en l'air le parti républicain en disant que le libre-échange, c'était plus possible. Et donc, je ne comprends pas, en fait, je veux dire, je suis décalé, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans la vie, mais je suis un peu décalé parce que je vois toutes sortes de gens qui disent Trump, c'est l'horreur. C'est un élu républicain. Mais la vérité, c'est que le parti républicain, depuis 1980, c'est l'horreur. Oui, mais là où ça m'a étonné de votre part, Emmanuel Todd, c'est que on sait bien qu'il y a eu un discours xénophobe, raciste chez Trump. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons compris, vu de France. C'est faux. Mais c'est tout à fait faux. Et vous y voyez plutôt dans son élection un regain de la démocratie américaine. Mais non, je veux dire, Trump, il y avait deux parties de son discours. Il y avait l'histoire du mur
avec le Mexique. Donc le droit d'un pays ou d'une démocratie à contrôler ses frontières, qui n'est pas une chose, je reconnais que c'était un peu space et brutal dans l'expression, mais ça ne s'appelle pas du racisme, ça s'appelle l'idée qu'un peuple a un territoire et que ce territoire doit être respecté. Et puis il y avait cette chose centrale du libre-échange dans un pays où depuis 2000, ce qui restait d'industrie a commencé d'être foutu en l'air par l'ouverture à la concurrence chinoise. Et en fait, c'est pas vrai. La tradition républicaine jusqu'à Trump, c'était des mecs qui vendaient des valeurs religieuses, anti-avortement, des choses comme ça, qui lançaient des petits messages subliminaux, ce que les Américains appellent dog whistling, c'est-à-dire des petits messages racistes en suggérant que le welfare, c'était un truc pour les Noirs. Ce qu'il n'a pas fait, lui. Et qui il a dû rallier le Parti républicain, mais c'est pas comme ça qu'il a gagné. Et qui utilisait tout ce blabla sur les valeurs et sur les Noirs, en fait, pour foutre en l'air l'État social rooseveltien. Et la vérité de Donald Trump, c'est que c'est le premier candidat républicain qui a été élu sur la base d'une acceptation de ce que les problèmes et les conflits est économique. Emmanuel Todd, en relisant avant de vous recevoir après l'Empire, je me suis dit forcément ce qui vous avait attiré chez Trump, c'est qu'il a... Vous y allez fort. Non, mais enfin qui a dû vous séduire dans un premier temps, c'est qu'effectivement son discours ressemble assez à celui que vous préconisiez à la fin d'après l'Empire, écrit, je le rappelle, en 2002. Non, mais vous pouvez y aller, vous pouvez dire que j'ai fait son programme. Non, sans aller jusque-là, on vous l'a déjà dit pour d'autres présidents français, et vous aviez dit que ça n'était pas vrai. Mais non, mais tout simplement dans l'idée, vous préconisiez à la fin après l'Empire que l'Amérique cesse de vouloir imposer à travers le monde un militarisme impérialiste et hégémonique, alors que leur hégémonie était terminée, que c'était pas la peine d'insister, et qu'il ferait bien de se recentrer sur leurs problèmes économiques intérieurs. C'est a priori ce qu'il a proposé ouvertement. Trump, en fait, si on pense en termes de qui dit la vérité sur la réalité des États-Unis dans le monde maintenant? Le type qui ne mentait pas, le type qui disait la vérité, c'était Trump. Trump disait « l'Amérique va mal ». Je me suis aussi appuyé sur son dernier bouquin, la Crippled America, c'est-à-dire l'Amérique estropiée. Donc il dit bah, « l'Amérique va mal ». Donc on a les taux de mortalité pour le montrer. Et puis c'est un livre qui admet que tous les alliés des États-Unis se foutent de leur gueule. L'Allemagne ne leur obéit plus. L'Arabie Saoudite, elle ne se contente pas de ne pas leur obéir. Elle a joué un rôle plutôt suspect dans les attentats du 11 novembre. La Turquie, voilà. La Turquie n'obéit plus. Maintenant, les Philippines n'obéissent plus. Je veux dire, c'est un type qui disait la vérité et qui effectivement, a certainement cette intuition fondamentalement correcte d'un recentrage national, c'est-à-dire de ramener l'Amérique à ses propres problèmes et d'en refaire une nation très puissante plutôt que le pays qui essaye de régler tous les problèmes de la planète, qui extrait de l'argent pour ses riches par des mécanismes de profit financier, etc. Mais en fait, je dirais je pense que les gens ne voient pas, les gens sont trop obsédés par les personnes. Trump est obsédant comme personne. Mais si on se souvient bien, quand on regarde la première présidence Obama, et peut-être même sur certains aspects la deuxième, Obama représentait déjà un début de recentrage. C'est-à-dire qu'Obama avait commencé une politique extérieure beaucoup plus modeste. Moins impérialiste. Moins impérialiste. Il essayé de se retirer des conflits. Le travail de reconstruction interne, j'ai vérifié les statistiques, sur les infrastructures, qui sont l'un des grands problèmes des États-Unis, ont commencé sous Obama. Oui, on a commencé à réparer les routes, les ponts. Voilà, c'est ça. Et je pense que quand on écrira l'histoire, là, on est dans le très court terme. Donc là, tout le monde est dans le deuil de ce qu'on n'aura pas comme présidente des États-Unis, Hillary Clinton, qui en vérité est vraiment bête. Elle, là, je peux porter un jugement. On verra la succession des présidents américains réels. On aura Obama,
on aura Trump et l'ensemble de la séquence historique pourra être décrite comme un retour à l'équilibre d'États-Unis qui s'étaient emballés dans une sorte d'impérialisme, de globalisme totalement cinglé. Et je ne vois pas comment on peut être pessimiste à l'idée de voir élire un type qui nous dit que l'Amérique ne va plus être le gendarme du monde, ne va plus se mettre systématiquement en conflit avec la Russie et qu'elle va se consacrer un peu au bien-être de sa population. Emmanuel Todd, si on a du mal en France à comprendre l'élection de Donald Trump, vous avez l'air de sous-entendre que c'est parce qu'en France, on a 40 ans de retard en permanence sur les États-Unis et sur le monde anglo-saxon. C'est-à-dire, en gros, en 1981, on élit un président socialiste, François Mitterrand, au moment où les anglo-saxons, eux, choisissent Margaret Thatcher et Ronald Reagan. C'est une prise de conscience finale pour laquelle je tiens à remercier Manuel Valls, qui, lors du débat sur Qui est Charlie, mon dernier livre, m'avait pratiquement, ou je ne sais plus quel terme, indirectement désigné comme mauvais français, et donc qui m'a libéré de tout préjugé national. Et j'ai fini par accepter de voir l'histoire telle qu'elle est. Et l'histoire telle qu'elle est, c'est que depuis la Révolution anglaise de 1688, la Glorious Revolution, qui a mis en place la monarchie parlementaire et les conditions institutionnelles pour la révolution industrielle, eh ben, le monde anglo-américain donne le rythme à la planète. La révolution industrielle, c'était en Angleterre. La première globalisation d'avant 14, c'est l'Angleterre qui l'a gérée. Il y a eu un petit flottement dans l'entre-deux-guerres, le temps que les Anglais passent le bâton témoin aux Américains. La deuxième globalisation, c'est les États-Unis. Donc, il faut admettre la réalité du monde. Le néolibéralisme, Reagan, Thatcher, c'est le monde anglo-saxon. C'est vrai qu'on s'est pas mal ridiculisé avec Mitterrand, qui a essayé de soviétiser l'économie française en 1981, alors que les deux autres avaient été élus en 79 et 80. Contretemps, patatras, virage absurde et mal géré en 83. Et là, on est en train de vivre la suite de la séquence ridicule. C'est-à-dire que le monde anglo-saxon, qui a lancé la globalisation, n'en peut plus lui-même. Le Brexit avait un peu le même sens, c'était plus sur les questions d'immigration. Mais moi, je pensais que c'était bon pour eux et qu'ils nous imposaient des trucs que seuls eux pouvaient supporter, parce que la famille anglaise ou américaine est très individualiste, qui s'en foutent un peu de l'égalité, etc. Ils n'en peuvent plus aux États-Unis même, ils en meurent. Ils partent dans une autre direction. Et on a des élections en France, je veux dire, où le type qui vient d'être désigné par la droite, François Fillon, nous propose, j'ai vu la vidéo très drôle qu'a projetée Mélenchon, je veux dire, un blitzkrieg contre l'État-providence et se voit en néo-Thatcher, etc. Donc avec 30-35 ans de retard. Donc ça continue. Je crois que le truc qui serait vraiment bien pour les élites françaises, déjà, c'est qu'on arrête de parler de Donald Trump comme qu'on arrête de parler de lui, ou plutôt qu'on arrête de parler de lui comme un candidat improbable, qu'on se dise non, écoutez, il faut regarder le monde tel qu'il est. Donald Trump est président des États-Unis, c'est la première puissance du monde. Ils vont faire une politique protectionniste, ils vont réorganiser les échanges planétaires. Il faut se préparer à ça, il faut anticiper ça. Et on est là, totalement coincé dans un euro qui aggrave les effets du libre-échange, et avec une Allemagne qui est devenue maintenant, mais ça fait même rire dans le monde anglo-américain, l'Allemagne est devenue le parangon du libre-échangisme. Donc l'Europe, dans son ensemble, est totalement en retard. Donc, il faut juste accepter la réalité. Pour vous, il va falloir choisir, en gros, entre Berlin et Washington. C'est-à-dire que, alors, le truc le plus rigolo, en fait, ce qui me fait le plus péter de rire en ce moment, excusez-moi cette expression familière, on a vu apparaître, ici ou là, plutôt en Europe, des gens qui vous parlent tout d'un coup des États-Unis comme d'un pays proto-fasciste, d'une menace pour le fascisme. Je veux dire, bon, moi, ma famille était réfugiée, la famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre, et je suis allé cet été en pèlerinage à Hollywood devant l'école où elle était teenager. Mais les États-Unis ont quand même inventé la démocratie. C'est un système de contre-pouvoir. Il n'y a pas qu'un président là-bas. Donc l'hypothèse d'une Amérique
c'est-à-dire qui devient autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire le pays qui a inventé la démocratie moderne, est fondamentalement ridicule. Mais il y a encore plus ridicule, c'est maintenant on a les types qui nous disent non mais ne vous faites pas de soucis, pour la défense de la démocratie, l'Allemagne va prendre le relais. Quand on est historien de la longue durée et quand on connaît l'histoire allemande, c'est juste à péter de rire parce que la réalité, je veux dire, on regarde la réalité américaine et donc je vois une Amérique qui est en fait dans un truc de regain démocratique, qui fait des élections sur des thèmes économiques. Seuls les démocrates maintenant s'intéressent aux histoires de couleur de la peau en ce moment, et donc qui revient dont on peut espérer qu'elle revient dans un processus parce que Jean-François Revel, mon maître, aurait appelé regain démocratique, en fait, regain démocratique. Et puis, on a une Europe qu'on ne voit pas non plus telle qu'elle est. Je veux dire, on voit une Europe qui est là avec ses valeurs libérales, Angela Merkel formidable, mais l'Europe est un continent qui vient de détruire la démocratie. Maintenant, il y a une sorte de pays dominant au centre, qui est toujours une sorte de démocratie ethnique, un Herrenvolk, comme on dit dans la théorie politique, l'Allemagne qui contrôle le système, les Grecs votent, tout le monde s'en fout, les Français votent en 2005, les députés s'asseyent sur le choix du vote, et en vérité c'est que l'Europe, je ne sais plus si on doit dire de Bruxelles ou de Berlin, n'est plus démocratique, vous voyez. Donc en fait, on a, alors si vous ajoutez à ça ce sur quoi commencent à travailler les think tanks de Washington, l'émergence d'un antagonisme économique entre le système américain et l'empire allemand, européen, avec un conflit qui s'amorce, avec des Américains qui sont en train de passer des technologies informatiques vers un retour industriel, avec des bagnoles comme Tesla, etc., et des Allemands qui sont totalement obsédés par une montée en gamme informatique, etc. On a toutes les conditions pour un conflit économique, commercial entre l'Allemagne, entre le système allemand et le système américain, un conflit de valeurs, puisque l'Amérique, c'est comme d'hab la démocratie libérale, et l'Allemagne, c'est comme d'hab le pays qui détruit la démocratie, et nous, on est en France, entre les deux, et je dis, on va devoir choisir. Vous voulez que je vous dise quel va être mon choix? Non, vous, j'ai compris. Je peux le dire publiquement, je fais d'avance allégeance à Washington. Merci Emmanuel Todd. Hier, aujourd'hui, demain continue. On va s'intéresser à Noël avec un historien, Alain Cabantous, qui va nous expliquer que Noël n'est pas du tout, comme on croit, une invention américaine, que le Père Noël n'est pas une invention d'une célèbre multinationale qui nous vend du soda. Mais d'abord, je propose, ça va vous faire plaisir, de revoir quelques extraits de tous ceux qui prédisaient la défaite de Donald Trump. Vous les avez appelés comment tout à l'heure je ne sais plus, une bande de... Non, mais laissons-les parler pour eux-mêmes. Voilà. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. I think that man will be president of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes. On that note, Tom, Take it from me. He will never be president of the United States. And we better be ready for the fact that he might be leading the Republican ticket next. I know you don't believe that, but I want to go on to Sorry to laugh. Okay, here we are. And which Republican candidate has the best chance of winning the general election? Of the declared ones, right now, Donald Trump. Donald Trump will never be elected president of the United States. Donald Trump is not going to be president of the United States. Ever respectful of the fact that the people have not voted, he's not going to be president of the United States. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president.
Nous allons fêter Noël d'ici quelques jours et grâce à vous, Alain Cabantous, et à François Walter, vous êtes tous les deux historiens et vous venez de publier Noël, une si longue histoire. Vous nous rappelez à quel point ça fait très longtemps qu'on fête Noël le 25 décembre. C'est pas du tout d'hier et à quel point on se trompe quand on a un certain nombre de croyances, de fantasmes autour de cette célébration qui ne sont absolument pas vrais. Votre livre est tout à fait intéressant justement pour ça. Par exemple, le 25 décembre, on a tendance à penser qu'on a choisi cette date du 25 décembre en phagocytant une fête païenne. Par exemple, vous dites pas du tout. C'est depuis quelle année exactement qu'on fête Noël le 25 décembre? Alors, pour la première fois à Rome, et juste à Rome, en 354, donc... pratiquement 3 siècles et demi après la naissance de Jésus. Auparavant, et pratiquement il y a 17 siècles. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Auparavant, c'était pas une fête importante. La fête importante, c'était Pâques pour les chrétiens. C'était pas du tout Noël. On s'en désintéressait complètement. Mais là, à partir de ce moment-là, ça va devenir très très important Noël. Et alors, pourquoi choisit-on le 25 décembre? Alors ça, c'est une question très compliquée. Hein. On va choisir le 25 décembre. Il y a probablement plusieurs hypothèses possibles. Alors, l'hypothèse de la concurrence avec les cultes solaires, les cultes païens. Le solstice d'hiver. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a remis complètement en cause au cours de ces dernières décennies, notamment les historiens de l'Antiquité. Et c'est probablement autre chose qui est en jeu. Par exemple, ce qui est important à comprendre, c'est que dans l'Antiquité, on ne fêtait pas les anniversaires. C'était pas important, les anniversaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Ni l'anniversaire de Jésus, donc. Bien entendu, de la naissance, en tous les cas. Par contre, ce qui était important, c'est que un homme parfait ou quelqu'un qui avait été désigné ou élu par Dieu devait avoir une vie où la date de la mort coïncidait exactement avec la date de la naissance. Et donc, on a assez vite chez les chrétiens essayé de calculer, et de manière, semble-t-il, assez précise, la date de la mort de Jésus, qui était en gros probablement le 25 mars. Donc il aurait dû naître un 25 mars. Bon, mais ça correspond pas avec le 25 décembre. À ceci près que, dans l'histoire, évidemment, notamment rapportée par Luc, l'essentiel, c'est pas tellement la naissance, mais c'est la conception. C'est-à-dire la date de l'Annonciation, qui a bien lieu le 25 mars. Donc du coup, une Annonciation le 25 mars, ça nous fait en gros une naissance le 25 décembre. C'est pour faire court. Hein. Noël était collectif à l'époque. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, on se retrouve en famille chez soi. C'était un Noël collectif, un Noël en extérieur et un Noël assez débridé, c'est ça qu'on voit. Vous décrivez quelque chose qui ressemble plus à notre 31 décembre au fond, hein. C'est-à-dire les gens sont dehors, il y a de la musique, il y a des pétards, on danse, on se plotte, on tâche de se séduire. C'est exactement ça, vous avez absolument raison, mais on le fait aussi dans l'église, ça. Dans l'église. Voilà, et pas seulement en dehors. Et ce qui fait que ça donne une impression déjà carnavalesque un peu aussi. Parce que ce sont, le 25 décembre, il faut bien voir que c'est une fête qui ouvre à la période des 12 jours, qui est une période d'inversion totale, de cul par-dessus tête, avec, par exemple, la fête de l'âne, avec la fête de l'évêque des innocents, donc une transformation complète du monde social et des repères sociaux. Et évidemment, il va y avoir des réactions très rapides. Les premiers, c'est les protestants, bien entendu, qui trouvent que tout ça commence à aller un peu trop loin et qui voudraient qu'on revienne assez vite. Ils veulent interdire Noël. Et on a l'impression que ça va pas être les derniers. Hein. Après les protestants, il va y avoir... D'ailleurs, on va abolir Noël en Angleterre, aux États-Unis, les puritains. Qui abolissent Noël. Ensuite, ça va être les catholiques qui vont commencer à discuter d'abolir Noël. Après, ça va être les révolutionnaires et jusqu'aux communistes qui vont abolir Noël et le remplacer par la fête de l'industrialisation. Tout à fait. Mais alors avec des raisons différentes. Hein. Ouais. Si les protestants veulent absolument abolir Noël, c'est parce qu'ils estiment que la date du 25 décembre ne correspond à rien et que probablement Jésus est né au printemps, par exemple, hein, en fonction des textes, des petits textes évangélique qu'on a à ce sujet. Mais il trouvait aussi qu'on buvait trop et qu'on... Ah oui, ça c'est évident, ça c'est sûr. Mais du point de vue théologique, il se basait là-dessus, en disant que c'était une fête catholique, c'est une fête papiste, et par conséquent, c'était pas étonnant qu'il y ait des débordements pareils, puisque en fait les papistes étaient beaucoup plus proches des animistes que des véritables chrétiens. Alors pour les régimes totalitaires, voire même pour la Révolution française, ça c'est autre chose, c'est une éradication du temps chrétien, hein, qui fait que Noël n'a plus lieu d'être, mais comme Pâques, comme le dimanche, enfin, etc.
Alors le Père Noël d'abord c'est Saint-Nicolas, c'est Santa Claus. On a pensé que les premiers qui avaient dessiné le Père Noël c'était les dessinateurs d'un célèbre soda sucré américain. Qu'en est-il en réalité? À quel moment est-ce que le Père Noël devient, avec sa barbe blanche et sa tunique rouge, prend-il son traîneau avec ses rennes? Ça se passe comment tout ça? Alors ça se passe lentement déjà pour commencer, dans la mesure où effectivement le Père Noël n'est que le successeur, au moins aux États-Unis, de Saint-Nicolas, qui a été importé mais par l'intermédiaire simplement de l'écriture. Ce sont deux écrivains américains, Irving en particulier en 1808 et puis un autre écrivain, Moore, en 1828, qui écrivent, ou 23, qui écrivent deux contes en fait. Il y a un qui écrit un conte, l'autre qui écrit un poème pour montrer comment Santa Claus va apporter des jouets, etc. etc. Voilà. Et peu à peu, des dessinateurs dans les années 1830 vont commencer à affubler des petits lutins qui sont oui, on va les voir. Père Noël. Et qui sont avec la pèlerine rouge, avec, voilà, tout à fait. Avec les parements blancs, voilà. Bien avant la célèbre boisson. Voilà, cette image voilà, de 1931. Hein, celui qu'on voit là, ce Père Noël rouge dans la cheminée, avec la hotte des jouets, 1836. 1836, voilà, c'est ça. Et donc du coup... Et celui-ci, dans sa petite auto, avec des jouets aussi, il y a écrit Toys, celui-là, fin du 19e. Fin du 19e, c'est un Père Noël anglais, alors qui est motorisé celui-là. Oui, oui. Hein, donc il va avec le progrès. On n'est pas avec le Père Noël des rennes, du traîneau qui se baladent dans l'air. Les premières cartes de Noël, c'est 1843, c'est l'année du célèbre livre de Charles Dickens, A Christmas Carol, un conte de Noël, où on croit que c'est Dickens qui a inventé la soirée de Noël telle qu'on la vit aujourd'hui. Voilà, à cause de ce livre-là, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Alors effectivement, Dickens reprend un certain nombre de choses. On est en 1843, on fête déjà Noël depuis longtemps, y compris chez soi, en chantant des chansons et en offrant des jouets. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'il a accéléré, notamment en Angleterre, cette dimension familiale d'une fête domestique. Je crois que c'est probable. Mais c'est pas lui qui invente et la dinde et le repas en famille, etc. Et le sapin, alors on dit que c'est le prince Albert, le mari de la reine Victoria, qui... D'origine germanique. D'origine germanique, c'est lui qui apporterait le sapin, ce sapin qu'on continue de décorer aujourd'hui, ce serait au prince Albert et à la reine Victoria qu'on le devrait dans ces années-là aussi. Hein. Oui, oui, c'est ça. Ce sont exactement les mêmes années. C'est les années 1840. C'est aussi, par exemple, La petite fille aux allumettes, le comte d'Andersen. C'est à peu près la même période. Mais le prince Albert a probablement popularisé pour l'Angleterre le sapin. Mais des arbres de Noël, il y en avait avant. Mais bien entendu, il y en avait avant. Les premiers arbres de Noël, qui sont d'ailleurs essentiellement d'abord des arbres de Noël publics, enfin dans les espaces publics, c'est la fin du XVe siècle. Hein. Ouais. Et dans les familles, on n'avait pas d'arbres de Noël, mais on mettait par exemple des branchages de houx, de gui, de sapins, pour se protéger contre les mauvais esprits, contre les sorciers qui se prendraient les cheveux essentiellement dans les épines. Hey. Et ce n'est que peu à peu, à la fin du XVIIIe siècle, que dans les maisons, on va voir apparaître les premiers petits sapins. Hey. Et les jouets. Alors ça, c'est la grande question. Depuis quand offre-t-on des jouets au moment de Noël? On a l'impression que c'est une invention du XXe siècle, des grands magasins, de la société de consommation. En fait, il n'en est rien. On offre des jouets depuis beaucoup plus longtemps que ça. Alors là, oui, vous avez parfaitement raison, mais c'était surtout dans certains milieux qu'on offrait des jouets. Parce qu'il faut bien voir que ça coûte de l'argent. Et effectivement, les premiers jouets dont on voit la mention, ce sont les enfants royaux qui les reçoivent. Hein. Voilà, ils reçoivent des étrennes. Comme on recevait des étrennes au moment des calendes à Rome. Hein. C'était aussi des cadeaux. Alors progressivement, effectivement, avec le développement des grands magasins dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on va voir apparaître au moment de Noël des magazines qui sont essentiellement fait pour présenter les jouets. Les lumières de Noël, là aussi, on croit que c'est la société de consommation, on croit que c'est les grands magasins qui inventent les lumières de Noël au XXe siècle. Pas du tout. Il y avait déjà des lumières de Noël dans les rues dès le XVIIIe siècle. Alors oui, d'abord parce qu'il y a une dimension, je dirais, spirituelle
vis-à-vis de la lumière, hein, c'est aussi la fête de la lumière, la Renaissance, etc. Mais aussi parce que à partir du moment où on a installé l'éclairage dans les rues, eh bien, comme il y avait des débordements assez importants au moment de la nuit du 24, c'était peut-être aussi une manière de surveiller les gens. Les inégalités entre les riches et les pauvres ont l'air de prendre un tour particulièrement sensible au moment de Noël. Et ça aussi assez vite. Hein. Oui, assez vite. Et vous parliez des jouets tout à l'heure. Dans beaucoup de familles, les enfants recevaient, et ça c'est vrai, un fruit un petit peu rare ou bien... Je sais s'il y a des grands-pères encore aujourd'hui qui disent, moi quand j'étais enfant, ouais. j'avais une orange, sellement une orange. En fait, ça fait depuis très très longtemps. Exactement. Et on a beaucoup de témoignages d'auteurs ou de gens qui ont livré leur mémoire, qui expliquent que voilà, ils avaient reçu une pipe en sucre ou en sucre d'orge et ils s'en contentaient. Donc c'est vrai que c'est pas une question d'époque en fait, c'est une question véritablement d'inégalité. Tout à fait. Tout à fait. L'esprit de Noël, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on approche de Noël. Les films, notamment les films américains, ont toujours beaucoup parlé de l'esprit de Noël. Alors dans l'esprit de Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la fête chrétienne du IVe siècle, de la fête de Jésus, de la fête de la Nativité? Alors il en reste quelque chose? IVe siècle, il reste probablement pas grand-chose. Mais ce qui reste, disons, des périodes postérieures, c'est probablement une espèce d'attention plus marquée, plus forte à l'égard des gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité. Vous savez très bien qu'on reçoit tous en ce moment des demandes de dons, par exemple. Hein, toutes les associations profitent de la période de Noël pour sensibiliser les gens à un partage en définitive. Mais vous expliquez dans votre livre qu'on a vite donné des cadeaux aux enfants parce qu'on les considérait comme des inférieurs. Et de la même façon, on a donné des étrennes aux domestiques au moment de Noël parce qu'eux aussi étaient des inférieurs. Au fond, c'était la fête de ceux qui ont moins que les autres, oui. Les enfants comme les domestiques. Tout à fait. Et aux domestiques ou aux gens inférieurs, on leur donnait des cadeaux utiles. Il fallait que ça soit utile, par exemple de la nourriture. Voilà. Mais aussi les inférieurs devaient parfois donner des cadeaux à leurs supérieurs. Ah oui, quand même. Voilà, oui, tout à fait. Il y avait, vous savez, l'histoire du don contre don, ça continue de fonctionner même à Noël. Hein. Alain Camantous, on va continuer de parler d'inégalité dans cette émission en voyant comment les riches s'accaparent depuis quelques années les terres des pays pauvres et notamment des paysans pauvres. Mais d'abord, regardons un extrait de la série Le Bidule qui passait il y a quelques années à la télévision. On va voir d'ailleurs une soirée de Noël où Jésus reviendrait par hasard un soir de Noël et il serait on peut dire, dépaysé. On peut comprendre. L'autre soir, on préparait Noël avec notre voisine Patricia. Boris, il l'aime bien. Joël, lui, il était allé chercher un sapin au supermarché. Là, il a croisé un type super triste. Achetez pour dire aux gens que vous les aimez. Le type, il était dépressif. Ça lui faisait toujours ça à Noël, parce que c'était son anniversaire. Alors Joël, il l'a invité à la maison. Le type, il s'appelait Jean-Claude, mais il a dit qu'on pouvait l'appeler JC. C'est vrai qu'il était triste. Le pauvre. Patricia, elle lui a proposé un petit schnapps pour le mettre à l'aise. Un petit schnapps? Alors il a dit pourquoi pas, 2 doigts. Doucement quand même. Quand il a vu la crèche, le triste, il a dit que ça lui rappelait sa maman. Alors pour lui changer les idées, on a téléphoné au Père Noël à 15 francs la minute. Pour parler au Papa Noël, tape ton âge. Si tu veux gagner un pins, Mais il a posé le téléphone. Il était au bout du rouleau. Alors, on a allumé la télé pour rigoler un peu. Chérie, mais c'est Noël. J'en ai l'eau à la bouche. Si tu ne veux pas être la ringarde de la récré, demande vite à tes parents un bidule doré. Acheter ça, c'est Noël. Quand on aime, on ne compte pas. Après, il y a Henri qui est passé faire un petit coucou à Patricia. Henri, il est cadre supérieur à la Bidule Corporation. Il sort avec Patricia. Quel homme. On lui a présenté JC. Henri était très en forme parce que ses Pax Bidules de Noël s'étaient vendus comme des petits pains et qu'en plus, il avait réussi à virer Marie, sa secrétaire enceinte. Comme JC, il faisait une drôle de tête, Henri, il a dit que « Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit gars? T'as perdu tes stocks options ?»
Jean-Claude s'est levé et il a dit « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cécile Cazenave, vous êtes journaliste, c'est vous qui avez coordonné ce livre tout à fait remarquable à partir de travaux photographiques. Ce sont des Italiens qui vous ont apporté ces photos, vous êtes allé voir des experts, vous avez interviewé toutes sortes de gens pour réaliser Terres à vendre, c'est le titre du livre. C'est sur l'accaparement des terres agricoles des pays pauvres par les multinationales de l'agroalimentaire, par des fonds de pension, par les fonds souverains. En gros, comment les riches s'approprient depuis quelques années les terres des pays pauvres. C'est un phénomène mondial ? Oui, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène qui n'épargne aucun continent. Les pays cibles de ces accaparements, c'est surtout l'Afrique, l'Asie, mais aussi l'Amérique du Sud. Et les pays accapareurs sont plutôt les pays du Nord, les États-Unis, l'Europe, mais également les pays du Golfe, la Chine, l'Inde par exemple. La France fait partie bien sûr, des pays accapareurs. Ça date de quand ? Alors, depuis quelques années, mais c'est un phénomène qui a plusieurs décennies, mais qui a connu un pic en 2008. En 2008, il y a eu la crise financière et il y a eu l'envolée des prix des matières premières agricoles. À la suite de la crise financière, il y a des investisseurs qui ont considéré qu'il fallait investir dans des placements sûrs, que les produits toxiques, c'était vraiment trop volatile, et que donc il fallait aller sur des placements sûrs et qui ont proposé aux gens qui leur apportent des capitaux d'investir dans la terre agricole, qui est une valeur sûre et qui a de l'avenir. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est l'envolée des prix agricoles alimentaires. Et à ce moment-là, il y a... C'est la même année, 2008, on s'en souvient, il y a eu des manifestations. Les émeutes de la faim. Et à ce moment-là, il y a des grands commerçants, des grandes entreprises qui ont considéré qu'on ne pouvait plus faire confiance au marché pour assurer l'approvisionnement des matières premières et donc il fallait s'approvisionner à la source et donc investir directement dans la terre. Et troisième acteur, ce sont les fonds souverains, c'est-à-dire des pays entiers, des gouvernements qui disent « nous, on a beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de terre, en tout cas pas assez pour nourrir nos populations. Donc on va assurer nos approvisionnements en louant de la terre dans des pays plus pauvres qui en disposent. » Les pays du Golfe, par exemple ? Les pays du Golfe, l'Inde, la Chine, par exemple. Mais alors on pourrait se dire, après tout, c'est pour le bien de tous. L'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, ça nourrit la planète. Donc il vaut peut-être mieux qu'ils puissent s'approvisionner et qu'il n'y ait pas des prix qui montent et qui descendent. Alors on pourrait se dire ça. Les processus d'accaparement sont des processus légaux, mais inéquitable. Ce qui se fait dans la légalité n'est pas forcément équitable. Donc pour louer de très vastes surfaces de terre, à l'invitation des gouvernements qui pensent que c'est bon pour leur développement, ces gouvernements invitent les investisseurs, disent « nous, on a de la terre en grande quantité, venez, installez-vous, aidez-nous à nous développer ». Et ces gouvernements présentent ces surfaces de terre comme inoccupées ou sous-cultivées. En réalité, c'est faux. Ces surfaces de terre sont occupées de manière très extensive par des petits paysans qui produisent une agriculture vivrière, une agriculture familiale, mais aussi qui font paître leurs bêtes. Et donc, pour pouvoir louer ces surfaces de terre aux investisseurs, il faut faire déguerpir tout ce monde-là. Et donc, priver des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de paysans des terres qu'ils cultivent. Alors, ça, c'est le premier point. Premièrement, c'est inéquitable. Et ensuite, les arguments avancés par les défenseurs de ces processus, c'est de dire seule l'agro-industrie peut produire de la nourriture en suffisamment grande quantité pour nourrir non seulement la planète, mais les 10 milliards d'humains que nous serons à l'horizon 2050. En réalité, ça, c'est un dogme, c'est un des dogmes de la logique néolibérale et c'est faux. Et ça ne résiste pas à l'étude de terrain. Quand les scientifiques vont sur le terrain et comparent rigoureusement les méthodes de production, on s'aperçoit qu'en réalité, l'agriculture familiale, c'est une agriculture très productive, qui peut être tout aussi productive que l'agriculture agro-industrielle. La différence, c'est qu'elle n'est pas compétitive, parce que ces gens, ils n'ont pas les moyens d'écouler leur surplus sur les marchés urbains et donc de faire circuler ce qu'ils produisent. Mais en réalité, si on compare vraiment l'efficacité de ces agricultures, c'est faux de dire que l'agro-industrie produit plus en quantité. C'est pas vrai. Alors commençons par l'Éthiopie. 11 millions d'hectares vont être loués à bas prix dans les mois et les années qui viennent. Alors qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? Alors l'Éthiopie, c'est un bon exemple parce que c'est l'exemple d'un pays qui, il y a quelques années, a complètement changé de politique de développement et a dit on va faire une politique agricole qui invite les investisseurs à venir chez nous. Alors que c'était jusqu'à présent un pays qui comptait sur sa population qui est paysanne
un 80% pour se nourrir. Ils ont changé à partir de 2008, justement au moment où ils ont vu que les investisseurs étaient intéressés, et ils ont déroulé le tapis rouge à des grandes sociétés. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a des pays du Golfe qui s'installent, et il faut comprendre que quand ces investisseurs arrivent, pour les attirer, on leur propose des terres agricoles très peu chères, avec des locations à des tarifs ridicules pour les attirer, avec des fiscalités proches de zéro. Et ce qu'on leur propose aussi, c'est de s'installer, mais aussi de prendre l'eau qui va pouvoir irriguer leur culture. Donc, on a une mise en concurrence pour les mêmes ressources naturelles qui sont la terre et l'eau, de populations qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Vous parlez de nous. En tant que consommateurs, nous, la population occidentale, au fond, on est en concurrence avec ces petits paysans pour les mêmes ressources, les mêmes terres. Exactement. Mais pas dans le même but. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces investisseurs vont produire des monocultures à destination de l'exportation, essentiellement. Pour nous. Pour nous. Alors, ça va être du soja pour nourrir notre bétail. Ça va être des agrocarburants pour mettre dans nos moteurs. Ça va être de l'huile de palme pour mettre dans nos produits manufacturés, nos biscuits, nos pâtes à tartiner. Ça, ce sont nos besoins de luxe d'occidentaux. Sur les mêmes territoires, pour les mêmes ressources, la terre et l'eau, on a des gens qui ont besoin de ces ressources pour se nourrir avant tout, éventuellement pour nourrir leur pays. Donc ça, cette mise en concurrence est légale, puisque les gouvernements invitent les investisseurs et leur louent ces terrains. Mais c'est parfaitement inéquitable, et le combat est inéquitable. Alors regardons l'Indonésie, parce que là, il y a les plantations de palmiers à huile qui remplacent progressivement la forêt primaire. 3,6 millions d'hectares auraient été acquis par des étrangers ces derniers temps. La forêt disparaît. À la place, on fait de l'huile de palme, enfin du moins ce qui va devenir de l'huile de palme. Exactement. La forêt, c'est un endroit où les processus d'accaparement peuvent se faire particulièrement bien. Pourquoi? Parce que dans une forêt, il y a une faible densité de personnes. En fait, il y a des tas de gens qui pratiquent leur agriculture familiale sur des petits lopins, qui font paître leurs bêtes, qui vivent de cueillettes. Mais en réalité, les densités sont faibles. Alors, c'est assez facile pour une entreprise qui est d'ailleurs souvent, en fait, indonésienne, mais avec des capitaux étrangers, de s'installer et puis de commencer par d'abord défricher la forêt pour faire des pâturages, et puis ensuite la brûler pour installer des arbres qui vont faire de la pâte à papier. On se souvient qu'il y a eu des grands incendies de forêt. Des très gros incendies. Et ça, c'est dû au défrichage illégal de la forêt. Une fois qu'une forêt est défrichée, c'est bien plus simple de dealer avec un gouvernement pour dire, bah, vous voyez, en fait, il n'y a plus rien. On pourrait bien faire une plantation d'huile de palme à cet endroit-là. Et c'est ainsi que les forêts primaires, qui sont des forêts décisives pour l'équilibre climatique, et qui sont décisives pour les gens qui les habitent, sont petit à petit grignotées. Il faut savoir que la déforestation mondiale, c'est 18 millions d'hectares par an en ce moment, et la moitié de ces 18 millions d'hectares, c'est l'agro-industrie, et en particulier l'agro-industrie qui produit de l'huile de palme. Cette huile de palme, c'est un corps gras qui est extrêmement consommé par toutes les industries. Alors ça va dans nos biscuits, nos pâtes à tartiner, mais ça va aussi dans des tas de plats préparés, par exemple. Toute l'agro-industrie utilise l'huile de palme. Alors, Amnesty International a révélé la semaine dernière que des enfants de 8 ans travaillaient dans ces plantations. En fait, ils travaillent pour le petit déjeuner de nos enfants, ces enfants de 8 ans. Oui, c'est comme ça qu'on peut le voir. Alors là, c'est des cas exemplaires de violation des droits de l'homme. Il y a différents types de violations des droits de l'homme sur l'agro-industrie. Mais là, en effet, cette information est sortie. Et il faut bien avoir conscience que ces gens qui ont perdu leur terrain, qui ne peuvent plus se nourrir eux-mêmes, sont obligés après de travailler pour les mêmes entreprises qui les ont mis dehors. Quand même. Ce sont des villages entiers qui se retrouvent sans travail et sans terre pour se nourrir. Il faut bien qu'ils travaillent. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup moins d'emplois dans l'agro-industrie que ce que la terre pouvait employer comme gens pour produire de la nourriture. Ensuite, ces gens doivent travailler et là, on a un cas en plus de violation. Les enfants, évidemment. En Ukraine, on se souvient que l'Ukraine, on appelait ça le grenier à blé de l'Europe. Ça n'est plus le cas? C'est le cas. C'est tout à fait le cas. C'est toujours un grenier à blé. Ce sont les terres parmi les plus fertiles du monde, les terres noires d'Ukraine. Le cas ukrainien est très intéressant parce que la dépossession des paysans de leurs terres s'est faite dans les années 30 avec la collectivisation forcée. Par les staliniens. Exactement. Voilà. Mais en 91, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, une réforme agraire a eu lieu et chaque paysan qui travaillait au kolkhoz ou au sovkhoz a eu droit à sa part de foncier. Ils ont hérité de 3, 4, 5 hectares. Donc on aurait pu dire fantastique, répartition des terres,
terres, les gens vont pouvoir cultiver, produire, se développer. Mais voilà, ils n'ont pas hérité par la même occasion des moyens de production. Le capital, lui, est resté aux mains des quelques oligarques qui le possédaient. Si bien que ces paysans privés des moyens de se développer sont obligés de louer à très bas prix, à des prix ridicules qui sont 10 € par hectare et par an, leurs hectares qu'ils ne peuvent pas cultiver eux-mêmes. Et donc, il est aisé pour des entreprises qui, eux, disposent de ces capitaux, de louer à très bas prix à l'aide de plusieurs villages. Ils rassemblent en fait des dizaines et des dizaines de villageois et ils font des très très grandes exploitations qui sont à peu près calquées sur ce qu'étaient les sovkhozes avant et sur ces très grandes exploitations qui n'emploient qu'une petite centaine de personnes, des tracteurs, des gens qui conduisent des tracteurs, des gens qui conduisent des camions. Ces exploitations vont être destinées une fois de plus à des cultures d'exportation. Cécile Cazenave, il n'y a vraiment rien de positif pour ces pays quand des grandes multinationales, des firmes étrangères viennent s'installer chez elles, viennent investir sur leur sol? En réalité, tel que ça se passe, non. Les gouvernements qui invitent ces multinationales à venir pensent réellement que c'est un levier de développement et que en faisant rentrer de l'argent étranger et en augmentant les filières d'import-export, il va y avoir de la création d'emplois chez eux. Déjà, ça fait monter leur croissance. Ça fait monter le PIB. Ouais. Alors, on sait quand même depuis quelque temps que faire monter le PIB, ça fait pas monter le niveau de vie des gens en réalité, hein, et pas de tout le monde en particulier. Mais tel que c'est pratiqué, ça ne peut pas être bénéfique à des centaines de milliers de paysans. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des pays qui commencent à se préoccuper quand même de cette question. Quand la volonté politique d'un pays est là, quand un pays se dit ma sécurité alimentaire et ma souveraineté alimentaire passent d'abord par la sécurisation du droit de mes paysans à cultiver pour eux et pour mon pays, c'est possible de sécuriser les choses. Et alors, parmi les accapareurs, vous citiez la Chine, l'Inde, les États-Unis, les pays européens, la France, les pays du Golfe. Oui, oui, tous ces pays font partie pour différentes raisons. Il y a une partie des pays qui ont tout simplement des grands marchands, des grands négociants, qui ont trouvé à l'étranger des endroits où faire du business, et ça marche, hein, il y a des bons taux de rentabilité pour leurs actionnaires. Et puis il y a d'autres pays, comme la Chine, comme l'Inde, comme les pays du Golfe, qui, eux, ont un réel problème d'approvisionnement. Et leur souci à eux, c'est de se dire on doit sécuriser les approvisionnements de nos populations. Mais attention, là on parle de populations à haut revenu pour les pays du Golfe, et puis on parle de besoins des classes moyennes émergentes des pays comme l'Inde et la Chine. Ils sont très nombreux. On parle quand même, qui sont très nombreux et qui commencent à être riches. On parle quand même de la satisfaction des besoins de populations bien plus riches que les populations qui se sont accaparées, elles. Et en France, alors il y a des cas d'accaparement déjà de terres agricoles. Dieu sait si on a des terres agricoles. Est-ce qu'on essaye de se les accaparer? Alors, en Europe de l'Ouest, la situation est bien différente. En France, on sait qu'il y a des investissements russes, chinois dans les vignobles, par exemple, qui ne sont pas considérés comme des accaparements. Mais récemment, par exemple, il y a en effet un cas d'accaparement qui est arrivé. Dans le Berry, on s'est rendu compte qu'une société chinoise s'était emparée de 1700 hectares de terres céréalières. Comment a-t-elle pu faire ça? Parce qu'en France, on est très bien protégé. Il y a des SAFER, c'est-à-dire des sociétés d'intérêt public qui sont là pour vérifier que, justement, le territoire agricole ne s'émiette pas ou n'est pas trop concentré. Elles sont là pour ça. Et en fait, ces sociétés chinoises se sont emparées de 98% des parts de sociétés agricoles qui étaient bien françaises, ce qui permettait, en fait, de contourner ces garde-fous. Donc, on peut dire qu'on a un premier cas d'accaparement. En effet, ouais, on peut dire ça. Cécile Cazenave, hier, aujourd'hui, demain, se poursuit avec deux célèbres psychiatres, Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine, qui vont nous raconter la folle histoire des idées folles en psychiatrie. Mais d'abord, je vous propose de regarder un extrait du documentaire Planète à vendre, qui est un titre très proche du vôtre. Ce documentaire nous emmène lui aussi en Éthiopie. Voilà ce qui se passe en Éthiopie quand ces petits paysans dont vous nous parliez, tout à coup se retrouvent. Alors là, en l'occurrence, ce sont des Indiens qui se sont installés et comment ça risque de dégénérer. Un extrait de Planète à vendre. Psychiatre et vous publiez la folle histoire des idées folles en psychiatrie. On se demande si vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis tous les deux, parce que franchement, quand on vous lit, on se dit la psychiatrie, c'est une histoire de fou. Bien sûr, la préhistoire de la psychiatrie est une histoire de fou. Tout. Avant la psychiatrie, pendant la psychiatrie, après la psychiatrie. Elle n'est pas encore née. Elle est en train de naître aujourd'hui et là, on ne sciera pas la branche. Ah oui.
Et comme on sait que la folie, c'est une maladie contagieuse, les psychiatres sont contaminés, c'est normal qu'ici, la branche où ils sont assis. Moi, je me souviens d'une histoire qu'on appelait les histoires de fous, qu'on se racontait à la récréation quand j'étais petit. Et on disait, alors, comment c'est un asile? Au rez-de-chaussée, c'est les fous gentils. Au premier étage, c'est les fous un tout petit peu plus gênants. Au troisième étage, c'est les fous un peu dangereux. Les quatrièmes, c'est les fous qui peuvent être vraiment dangereux. Au cinquième étage, c'est les fous vraiment violents. Et puis au sixième étage, c'est le psychiatre. Quand vous le savez. Et après vous avoir lu, je me suis dit, au fond, c'était une histoire vraie. Absolument. On racontait tellement les psychiatres sont des fous. Et alors même que la psychiatrie n'existait pas, elle existe depuis 200 ans. Même moins. Elle est en train de naître, elle est née à exister. Oui. Alors, officiellement, elle est née en 1968. 10. Parce que parce que les premières lois qui constituaient la psychiatrie moderne sont sorties à mai 70. Et à ce moment-là, il y a eu des structures administratives, mais avant, ça n'existait pas. C'était des neurologues, c'était des prêtres, c'était des hommes politiques, c'était des sorciers, c'était pas des psychiatres, c'était des aliénistes, c'est-à-dire des médecins qui soignaient la pneumonie du fou, parce que la folie était pensée incurable. Donc c'était des médecins des hôpitaux psychiatriques. Alors justement, c'est vous, Boris Cyrulnik, dans ce livre, qui vous êtes occupé de longtemps avant la psychiatrie. Comment est-ce qu'on décrétait que quelqu'un était fou et éventuellement comment on le soignait? Au Moyen-Âge, on pensait qu'un épileptique, par exemple, on pensait qu'il était juste possédé par le diable. Donc le traitement de la possession, puisque c'était le diable qui le visitait, le traitement c'était le bûcher. Oui. Et le dernier bûcher a eu lieu au début du 19e siècle en Espagne. Donc on brûlait les épileptiques. Au fond, on pensait que la folie était une punition divine. Oui, c'était une punition et on la voyait, la preuve, on l'a vu ici. La maladie était une punition divine et la folie était une punition pour les grands péchés, pour les grands crimes. Quand on errait sur les routes tout seul au Moyen-Âge, étant donné que les routes étaient très dangereuses, c'est qu'on était fou. Oui, on appelait ça les errants. Et on disait, il faut être fou pour errer. Il n'y avait pas de police, il y avait énormément de gens pauvres qui se regroupaient pour attaquer les personnes seules. Et dans ce cas-là, être seul sur une route, c'était une preuve de folie. Et pour une femme, encore plus. Oui. Enfin, quand même, je tiens à dire que l'Inquisition avait mis au point des méthodes scientifiques de diagnostic de la folie, dont une qui était ce qu'on appelle un double aveugle contre placebo, c'est-à-dire qu'on prenait des reliques consacrées par le Vatican, des ossements vulgaires, on les passait indifféremment devant la convulsionnaire ou le convulsionnaire. Si il ou elle convulsait devant tous les ossements, c'était une folle, on la graciait. Et si elle ne convulsait qu'avec les reliques, c'était une possédée, c'était une hérétique, et on la brûlait. Donc il y avait quand même une démarche diagnostique. Les filles mères, si elles avaient fait un enfant hors des liens du mariage, c'est qu'elles étaient folles. Et il y a eu des filles mères dans les asiles anglais jusque dans les années 60, 1960-65. Ça suffisait à vous y conduire encore en 65 en Angleterre, à l'asile? Oui. Alors, à Lyon, au Vinatier, où j'ai longtemps travaillé pendant 25 ans, et le pavillon pour recevoir les filles perdues, les filles mères, était à l'intérieur du Vinatier. Et il arrivait que les enfants soient placés. J'ai connu une femme qui avait 65 ans, qui était née d'une fille mère à l'hôpital psychiatrique et qui a passé sa vie hospitalisé en psychiatrie. Au fond, est fou celui qui n'est pas dans la norme de l'époque, et c'est selon la norme de l'époque qu'on va essayer de soigner les fous. Quand on pense que la violence est bénéfique, par exemple, on va adopter des thérapies de choc. L'idée, c'était qu'un choc provoquait la folie, dans la grande tradition d'Hitchcock, par exemple, et qu'un autre choc allait chasser la folie. Donc, depuis l'Antiquité, je vous rappelle que les Égyptiens avaient inventé l'électrochoc en utilisant les poissons torpilles, et ça se retrouve dans les cartouches. Et à Rome, on élevait aussi des poissons torpilles pour faire des électrochocs aux gens, peut-être plus antalgiques d'ailleurs que des électrochocs au sens psychiatrique. Mais bref, il fallait un choc, provoquer une convulsion pour guérir. Alors parfois, la théorie fausse donne un résultat correct, puisque l'électrochoc est quand même ce qu'il y a de moins dangereux et de plus efficace pour traiter certaines formes de mélancolie, mais il y a eu des horreurs quand même. Le choc au cardiazole, c'était épouvantable. C'était des impressions de mort terribles pour les patients. Les lobotomies? Alors, la lobotomie, c'est le comble de l'horreur, parce que parfois, ça marchait, mais en fait, ils sectionnaient une partie du cerveau, petit bonheur la chance. Par miracle, ça pouvait être miraculeux, exceptionnellement, mais j'ai quand même connu des patients, et certains sont toujours hospitalisés,
dont un qui, à 12 ans, a été lobotomisé parce qu'il était pas sage. On fait ça depuis très très longtemps. En plus, on a retrouvé des squelettes oui, préhistoriques. C'est pas sûr que ce fût des lobotomies. Non, c'était pas des lobotomies. C'était trépanation. Et celui-là, je ne sais pas comment il a fait pour survivre, parce que le trou, on voit que le trou est bien... Il y a de l'os qui a été fait, donc il a survécu. Et le trou est fait à l'endroit où il y a un sinus veineux énorme qui passe. Donc, normalement, il aurait dû mourir d'hémorragie. Ouais. Or, il y a une synthèse osseuse, donc il n'est pas mort après ça. Peut-être qu'ils étaient meilleurs psychiatres à l'époque qu'on l'a été par la suite. Là, je veux défendre mes confrères Cro-Magnon. Je pense que c'était une évacuation d'hématomes après un traumatisme. À propos de mélancolie, d'ailleurs, vous racontez que la mélancolie, à une époque, quand on avait des idées noires, au XVIIIe siècle, comment on vous soignait? Parce que c'était considéré comme de la folie. Oui. Les idées noires, la mélancolie... Alors, ce qui est étonnant, c'est que la médecine occidentale a vécu depuis Hippocrate jusqu'au XIXe siècle sur la théorie des humeurs, qui est la plus fumeuse qui ait jamais été faite. On a pris quand même 2000 ans de retard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 4 humeurs. Il y avait le sang, l'urine, la bile jaune et la bile noire. Et l'intéressant, c'est qu'il y a 3 humeurs qui existent. Le sang, le flegme, tout ça, ça existe. Il y en a une qui n'existe pas, c'est la bile noire, la mélanoscolie. Celle qui était soi-disant le signe de la mélancolie. Exactement. Vous savez que les pauvres psychiatres, depuis l'Antiquité, fonctionnent sur quelque chose qui n'existe pas, mais qui a été décrit avec un luxe de détails, cette substance noire, goudronneuse, qui s'écoule lentement dans les vaisseaux. Elle n'existe pas, la mélancolie. Quand on a... À la fin du 19e, on commence à psychiatriser les comportements sexuels. À partir de ce moment-là, la masturbation est un signe de maladie mentale, l'homosexualité est une maladie mentale. J'imagine que le sadomasochisme devait l'être aussi. L'adolescence, au fond, devient une maladie mentale. Mais Sade a été considéré comme un malade mental parce qu'il avait des activités sexuelles qui n'étaient pas dans la norme. Donc ça veut dire qu'effectivement, mais là c'était plutôt un principe religieux, c'est-à-dire que Onan dans la Bible est considéré comme blasphématoire parce qu'il répand sa semence par terre et que c'était immoral et blasphématoire parce que on ne peut avoir des relations sexuelles que pour mettre un enfant au monde, pour être une âme au monde, pour adorer Dieu. Et si on répand sa semence par terre, c'est blasphématoire puisqu'on ne met pas une âme au monde. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, la première circoncision d'un enfant chrétien a été faite parce qu'il était un peu pâle, il devait se masturber, et la circoncision servait à l'empêcher de se masturber. Et après, sous un masque hygiéniste, les Américains se sont mis à circoncire tout le monde, mais au départ, c'était anti-masturbatoire. Et en France? Et en France, on est allé, pour les petites filles, jusqu'à, pareil, celle qui avait la chlorose de la jeune fille, qui était pâle, qui était évanescente, devait se masturber, et on est allé jusqu'à leur cautériser le clitoris. C'est-à-dire que l'excision a existé en France jusqu'au début du XXe siècle. À nous, les Français, qui donnons des leçons aux Maliens. Fin 19e, le modèle du microbe arrive, s'établit. On cherche le microbe de la folie? Absolument. J'ai eu des patrons qu'on admirait bien qui cherchaient le microbe de la folie. Encore au XXe. Mais quand j'étais interne, il y a eu des grands noms, Baruch, des grands psychiatres, des aliénistes qui ont participé à l'ouverture des hôpitaux psychiatriques et qui cherchaient le microbe de la schizophrénie, qui d'ailleurs n'est pas une hypothèse aussi absurde que ça, puisqu'actuellement, il y a des tas d'hypothèses sur l'origine virale d'un trouble du développement neurologique. Mais à cette époque-là, on cherchait le microbe par analogie avec la pneumonie, on cherchait le microbe de la folie. Donc à partir du moment où on découvre l'ADN dans les années 1950, on cherche le gène de la folie de la même façon. Ouais. On a cherché le schizocoque, comme on avait trouvé le bacille de Koch, et après on a cherché le gène de la folie. Tout ça est probablement totalement faux, mais c'est en même temps complètement vrai. Parce qu'on sait maintenant que pour être schizophrène, ça c'est assez bien démontré, il faut avoir un gène de vulnérabilité, parce que si on n'a pas le gène, on ne deviendra pas fou. Mais que deuxièmement, il faut que pendant la grossesse, la mère ait eu un contact avec un virus. Donc, c'était pas si absurde que ça. Non. Et qu'il faut aussi que pendant l'enfance, il y a eu une vie un peu difficile. Donc ça veut dire que les psychanalystes ont raison, puisqu'il faut une vie difficile. Les généticiens ont raison, parce qu'il y a l'épigénétique.
et puis que les virologues et les infectiologues avaient raison aussi. En fait, tout le monde avait raison, mais chaque fois qu'en psychiatrie on prend un seul éclairage, on se plante. Et alors, quand on lit votre livre, on se dit forcément les tenants de l'antipsychiatrie, ceux qui ont voulu fermer les asiles dans les années 70, les Italiens notamment, ont eu raison. Oui, ils ont eu raison, puis ils ont eu tort aussi. Moi, je travaille aussi en Italie assez régulièrement, et ils ont tellement fermé les hôpitaux qu'il y a eu des milliers de schizophrènes qui sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Ils ont tellement ouvert. Ils ont tellement ouvert. Oui, enfin, ils ont fermé. Ils ont fermé, vraiment. Ouvert et fermé. Oui, oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une nouvelle génération de sans-abri. Il y a eu deux mouvements. D'une part, un manque énorme de structures pour les recevoir. Donc, l'Église a créé des cliniques et le Parti communiste antipsychiatrique a fait la fortune de l'Église, ce qui n'était pas l'objectif dès départ. Et la deuxième chose, moi j'ai eu des amis qui étaient psychiatres, dont certains patients suicidaires avaient besoin de soins, et ils leur disaient, écoute, tu vas dans la rue, tu files une baffe à un flic, il va te mettre en prison, et là tu pourras voir un psychiatre. Ça rappelle évidemment Hitler et les nazis qui exterminent les malades mentaux, d'abord carrément avec les prémices de la chambre à gaz, puis ensuite en cessant de leur donner à manger. On pense évidemment aussi aux soviétiques. Les psychiatres voyaient chez les opposants au régime des malades mentaux. Ouais. C'était ce concept qu'ils avaient inventé, les Russes soviétiques, de la schizophrénie blanche. C'est-à-dire une schizophrénie sans symptômes. Pas de délire, rien. C'est juste que ces gens qui n'adhéraient pas au modèle, qui voulaient faire du bien à la planète entière, étaient forcément fous. Et moi, j'ai visité ce service qui faisait le tri entre les vrais schizophrènes, qui étaient envoyés dans des hôpitaux psychiatriques, et les folies blanches, c'est-à-dire les opposants, qui se retrouvaient dans le goulag, où ça se terminait assez mal pour eux. Et alors, dans les pays où il n'y a pas de psychiatrie, l'Afrique par exemple, ils ont un rapport avec les fous qui peut sembler beaucoup plus harmonieux. J'ai envie de dire qu'il y a finalement en Afrique, il y a deux approches. En gros, il y a les fous gentils qui sont hallucinés et qui sont en prise avec les dieux, et qui peuvent être un aimant à bonnes ondes ou un repoussoir à mauvaises ondes, et ceux-là sont nourris, protégés, presque adulés. Et puis, dès qu'ils commencent à être un petit peu violents, à s'intéresser d'un peu trop près aux petits on les enchaîne là. On les enchaîne ou on les emmène dans la forêt ou pour un voyage définitif. Et c'est vrai que les psychiatres occidentaux avaient une vision très romantique de la psychiatrie africaine, et c'est des psychiatres africains qui m'ont expliqué que c'était pas complètement vrai. Il y a une histoire que vous racontez, alors là je ne peux pas la croire, Patrick Lemoine, c'est en Corse, on trouverait encore aujourd'hui dans certains appartements, on trouverait des squelettes assis derrière des murs. Et ce serait quoi l'origine d'après vous? Alors ça, je tiens l'histoire d'un psychiatre de Bonifacio, puisqu'il s'agit de Corse du Sud, et où parfois des touristes achètent des appartements et font des travaux. Et de temps en temps, ils abattent des cloisons. Et ils trouvent des squelettes assis. Et il y a eu des anthropologues qui ont fait des hypothèses. Tiens, les Corses faisaient comme les Péruviens, ils asseyaient leurs cadavres. Et c'était pas ça du tout. En fait, lorsque quelqu'un était étrange, bizarre, soit retardé, soit inquiétant, eh bien, on le mettait sur une chaise, dans un placard, et avec un trou en bas pour les déjections, en haut pour les nourrir. Ça durait un certain nombre d'années. Et le jour où ils mouraient, on murait le tout. Et personne n'était au courant. Vous y croyez, vous Oui, j'ai le même témoignage par Guillaume, qui a filmé ce patient, qui était professeur à Nancy. Et Guillaume, j'ai vu les images, j'ai pas vu le patient. C'était probablement un psychotique qui avait été muré dans une ferme avec les deux trous dont parle Patrick, un trou pour lancer les aliments et un trou pour un coup de jet d'eau en bas. Et le film montre le patient complètement recroquevillé parce qu'il marchait pas. Donc les ligaments s'étaient soudés, il marchait pas, il avait passé des années muré dans la ferme de ses parents. Je vais recevoir Alain Deneau, l'auteur de La médiocratie. La médiocratie, ça va beaucoup vous intéresser tous les deux. C'est un système qui nous enjoint d'être médiocres. Mais je vous propose, avant de nous quitter, un extrait d'un célèbre film d'Alain Gessua, Paradis pour tous, avec Patrick Devers dans le rôle du suicidé qui a besoin d'un psychiatre. Dans
Jacques Dutronc dans le rôle du psychiatre qui découvre un truc formidable, un flasheur pour rendre tout le monde heureux. Et qu'est-ce que ça donne? Évidemment, ça ne marche pas, hein, comme d'après ce que vous nous avez dit. Dommage. En psychiatrie, rien ne marche jamais, mais les gens y croient, évidemment. Et voilà ce que ça donne, un extrait de Paradis pour tous. Docteur, c'est moi qui vous ai servi votre scotch. Vous pouvez signer là, s'il vous plaît? Merci. Dites-moi, docteur, c'est normal que je sois toujours triste en fin de journée? Monsieur Dury. Poche dans une version augmentée. Alors la médiocratie, c'est la dictature de la médiocrité, c'est le système dans lequel nous vivons, d'après vous. C'est le système qui nous enjoint à tous d'être médiocres. Alors c'est quoi être médiocre? Déjà, j'ai tenu à distinguer médiocrité et médiocratie. La médiocratie est un régime, en effet, où on nous enjoint d'être moyen et d'incarner un comportement moyen. Être médiocre, c'est être moyen. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, entre la médiocrité et la moyenne, il y a évidemment des accointances étymologiques. Ouais. Hein, quand on désigne ce qui est moyen, on ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité. Mais il y a quand même une distinction entre les deux termes. La moyenne renvoie à une abstraction. On peut parler du rythme moyen auquel courent les Français, la connaissance moyenne qu'on a de l'histoire de la Troisième République, bon, ainsi de suite. Donc, donc cette moyenne-là constitue une sorte d'abstraction, une construction de l'esprit pour désigner ce qu'il en est d'une série de possibilités. La médiocrité, en fait, ce serait la moyenne en acte. C'est-à-dire que à partir du moment où, dans le cadre de la révolution industrielle, on a procédé à la division du travail. On a voulu rendre les employés dans le domaine du travail manuel interchangeables. On a standardisé le travail au point où il s'est agi pour les ouvriers et les ouvrières de se livrer à des prestations tout à fait paramétrées. On est passé du métier à la fonction, du savoir-faire à la technique, de la pratique à la pure exécution. Et donc, on est entré dans un mode où il a fallu, en quelque sorte, se soumettre à un paramétrage très, très étroit. Et cela il s'en est suivi d'une forme de soumission à des règles aussi strictes en ce qui concerne tout l'univers de la pensée, l'enseignement, l'organisation de l'État, tout, vous dites l'économie, la politique, les médias obéissent au fond à cette médiocratie. La médiocrité en soi n'est pas un problème. On est tous un peu médiocres quelque part. On est tous moyens. Le problème, c'est à partir du moment où la médiocratie nous enjoint d'être médiocres. Oui. En fait, le problème de la médiocratie, c'est qu'elle enjoint à une moyenne qui n'est pas réfléchie scientifiquement. La moyenne en acte sera celle à laquelle nous enjoindra un pouvoir. Un pouvoir qui pourra être une organisation privée, une entreprise, un ministère, un pouvoir en place, un pouvoir établi qui nous dira voilà le standard auquel il faut se subordonner pour être prisé par le pouvoir. Et autour de la médiocratie s'est développée toute une série de modalités managériales sous l'appellation de gouvernance, où on amènera les sujets d'une organisation à développer par eux-mêmes des techniques, des modalités, un savoir-faire qui consistera à convenir au pouvoir. Au fond, dans une médiocratie, on enjoint tout le monde à être médiocre. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui font preuve d'initiative, qui sont très bons? Normalement, on se dit qu'ils devraient être récompensés. Ceux qui ont du courage, ceux qui ont de l'audace, ceux qui ont des idées. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qu'on considère comme mauvais? En fait, il est très exigeant d'être médiocre. Et souvent, quand on entend le terme médiocre, on entend le fait d'être incompétent ou impotent ou paresseux ou je ne sais trop. Alors qu'être médiocre, c'est être en phase avec les exigences du pouvoir présentées comme étant raisonnable, pondéré, normal, et comme étant inscrite dans les mœurs ou dans les pratiques les plus usuelles. Et donc, être médiocre, c'est savoir respecter les cadences, faire preuve d'intelligence sociale, dire bonjour à la bonne personne au bon moment, se montrer obséquieux face aux puissants, remplir un formulaire sans rechigner, ainsi de suite, être ponctuel. Mais c'est surtout pas faire plus.
C'est surtout pas remettre en cause le manuel pédagogique, c'est surtout pas remettre en cause la valeur morale d'une procédure quand il s'agit de vendre des biens à des clients potentiels qui n'en ont absolument pas besoin, ainsi de suite. Il s'agit en fait, être médiocre, c'est abdiquer son pouvoir de penser et c'est mettre de côté ses principes pour satisfaire des puissances à laquelle, en quelque sorte, on loue ses dispositions intellectuelles et morales. Le slogan de la médiocratie, vous dites que ce serait « il faut jouer le jeu ». C'est une expression ludique qui est très médiocre en elle-même parce qu'elle est très pauvre, elle a l'air de rien. On dit jouer le jeu, c'est une expression qui a 3 mots et deux des 3 termes reviennent. Et on peut y voir donc quelque chose d'un peu innocent. Il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut établir des règles parallèles, respecter des lois non écrites, s'organiser en réseau, satisfaire des courants, éventuellement passer outre un certain nombre de principes. Et en même temps que ça a l'air de rien, et qu'on entend cette expression-là dans à peu près tous les milieux, la politique, la vie organisationnelle, je veux dire, les entreprises, l'université, les médias, ainsi de suite, en même temps qu'on se fait dire par tout le monde, bon, il faut jouer le jeu, il faut tourner les coins ronds, faut fermer les yeux, on oublie que cette expression-là vient du monde mafieux. Et l'expression « jouer le jeu » constitue un symptôme de la façon qu'on a eu en Occident d'adopter des pratiques qui relèvent de l'univers mafieux, comme si les modes d'organisation de la mafia avaient percolé. Et comme si, sans être siciliens, sans être des yakuza, à l'université, dans les médias, dans les entreprises, dans les associations de type ONG, dans toute forme de pouvoir structuré, on avait, au fil des décennies, appris à jouer le jeu. Et alors, en politique, ça se traduirait comment, la médiocratie? Par l'extrême centre. En politique, être médiocre, s'il s'agit de penser à la façon dont on va mobiliser ses compétences, son énergie, son action, ça sera satisfaire une oligarchie. Et si vous regardez le programme de l'heure aujourd'hui, qu'on soit Alexis Tsipras ou Donald Trump, ou entre les deux, Manuel Valls, François Fillon, le programme de l'heure, c'est plus d'argent pour les actionnaires, plus d'argent pour les entreprises, un accès aisé aux paradis fiscaux, une réduction de l'État au rôle de huissier du droit des affaires, l'État étant une enveloppe juridique pour satisfaire la nécessité de sécurité pour les investisseurs, moins de services publics, moins de fonctionnaires, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs. Ça, c'est le programme. Et ensuite, quelle que soit l'orientation politique qu'on dit avoir, si on tient à rester en poste, pour des raisons qui peuvent nous échapper, il faut satisfaire ce programme-là, ce qui est celui de Goldman Sachs, si on veut, quoi. Et donc, ensuite, on jazzera. On y mettra un enrobage particulier, on se référera à des règles, à des programmes, à des avantages mineurs qui peuvent encore sauver la mise pour quelques acteurs, actrices sociaux, où on ira avec la ligne dure en disant c'est comme ça. Mais à chaque fois, on aura un discours que je qualifie d'extrême centre, là, qui sera intolérant à tout ce qui n'est pas ce programme-là. Et l'extrémisme, ici, dans l'expression extrême centre, ne renvoyant pas à l'endroit où est le curseur sur l'axe politique, mais renvoyant au fait d'être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et l'extrême centre, c'est deux choses. C'est non pas de situer le discours sur l'axe gauche-droite, mais d'abolir l'axe gauche-droite et de présenter son discours comme étant le seul imaginable. Et là, on aura des discours du genre « je suis normal »,« je tiens le discours de la vérité »,« je suis pragmatique »,« je suis pondéré ». Il n'y a pas d'alternative. Oui, et c'est tout. La première à avoir effectivement entonné cet hymne étant Margaret Thatcher. Mais on en est encore là. Alain Deneau, vous dites que la figure centrale de la médiocratie, c'est l'expert. C'est l'expert tel qu'on le convoque sur les plateaux de télévision. Ça n'est pas vous. C'est quelle sorte d'expert, à vos yeux? Il s'agit d'un intellectuel qui a pour souci de plaire aux bailleurs de fonds, aux employeurs. Et donc, pour ce faire, on paramètre la pensée. On ne réfléchit pas à l'impact des découvertes que l'on fait. Être médiocre, être expert, c'est ne pas se poser de questions sur le caractère idéologique du travail que l'on fait.
Vous dites, même vous allez plus loin, vous dites c'est quelqu'un qui déguise de l'idéologie sous un vernis scientifique. Et ben, en fait, il y a un livre très intéressant sur l'idéologie qui est d'Isabelle Garot. Isabelle Garot dit essentiellement l'idéologie, c'est 5 choses. C'est de façon de cadrer un discours, de le mettre en perspective pour forcer les enchaînements logiques, de naturaliser le discours comme si il était en fait affranchi de toute critique, de gommer des contradictions historiques et de servir ainsi de suite des modalités de domination. Et l'expert est souvent la figure pseudo-neutre qu'on appellera à la rescousse dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de l'économie néoclassique, dans le domaine même de l'éducation. Ou militaire aussi. Encore, oui, tout à fait, dans les stratégies militaires ou des politiques sociales, pour expliquer aux gens ce qu'il en est d'un savoir qui est tout à fait instrumentalisé. Dernière question, Alain Deneau. Vous dites que les médiocres se reconnaissent entre eux et se liguent contre les autres. Mais face à... Disons, plaçons-nous face à des organisations médiocrates qui nous enjoignent à beaucoup travailler, mais sur un mode pauvre, à des fins tristes, quant à des portées qui sont insignifiantes. Il y a 5 types de comportements, je dirais, si vous permettez. Il y aurait ceux qui abdiquent, qui disent non, pas pour moi, je préfère être un pique-assiette, vivre d'une manière complètement précaire, mais je deviens malade à l'idée de rentrer au travail. Et c'est ceux qui comprennent que la plupart des crises cardiaques se manifestent un lundi matin, quoi. Bon. Il y a les médiocres malgré eux. Et les médiocres malgré eux, c'est ceux qui rentrent au boulot en pensant que c'est ça le monde, parce qu'on l'a présenté comme ça. C'est ceux qui prennent beaucoup d'antidépresseurs, du café, qui se sentent souvent coupables, qui culpabilisent parce qu'ils sont pas à la hauteur, il y a des standards, ils essaient de faire mieux, et ils croient en leur boîte. Bon, et ils prennent la médiocratie au pied de la lettre, et ce sont des victimes, la médiocratie. Je ris, mais c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du tout. Et la troisième catégorie, c'est celle à laquelle vous faites allusion, ce sont les friands de la médiocrité. Ce sont les médiocres zélés, qui, eux, ont compris le jeu. Ils jouent le jeu. Et ils se réveillent le matin en se demandant, pendant que des gens sincères et convaincus, eux, travaillent sur des objets, ils se demandent comment ils peuvent manœuvrer, grenouiller pour satisfaire un tel, utiliser tel mot au détriment d'un autre. Toute leur attention porte sur le jeu. Et ce sont des gens pour qui l'avenir est à eux, quoi. Bon, dans l'ordre actuel. La 4e catégorie, ce serait plutôt les médiocres. C'est celles et ceux qui ont lu Hannah Arendt, qui comprennent la banalité du mal, qui savent quand ils travaillent dans une société pharmaceutique qu'ils produisent des médicaments pour des malades imaginaires qui ont le pouvoir d'achat plutôt que pour des gens dans le besoin. Ils savent que ce qu'ils font est polluant. Ils savent que c'est inutile. Ils savent que les logiques du marché sont folles, mais il y a une hypothèque à payer, il y a des bouches à nourrir, ainsi de suite. Donc souvent, ce sont ceux qui vont militer dans un syndicat avant de se rendre compte que le syndicat fonctionne à peu près comme la boîte, ou qui vont tenter sur un mode un peu, contrarié, de trouver une voie, un salut. Bon. Et la 5e catégorie, ce serait les têtes brûlées qui, eux, s'attaquent bille en tête au système, mais sur un mode complètement téméraire, qui est à payer le prix ensuite. On voit tous, on peut essayer de trouver à quelle catégorie on appartient en lisant votre livre, Alain Deneau. Hier, aujourd'hui, demain continue avec Laurent Alexandre. On va parler du transhumanisme. Là, on parle d'un projet prométhéen qui consiste à augmenter l'homme. Ça va beaucoup vous intéresser, Alain Deneau. Et va-t-on pouvoir y échapper à ce transhumanisme? Mais tout de suite, une publicité pour une voiture. Et vous allez voir, on se dirait que les créatifs de cette publicité ont lu votre livre, La médiocratie. Pub. What we did here is figure out a way to blend in more, just by driving a car. I dare you to look at this car and find something that stands out. It simply can't be done. When we came up with this idea, we thought, well, let's not come up with any other ideas. This idea is good enough. We wanted to take all of the other sedans out there, all of their predictability, and roll them into one car. And that's what we did. You don't drive in the middle of the road, but now you can drive middle of the road. Our lives are so busy these days. Our senses are constantly being bombarded with color, with sound, with emotion. The 2011 mediocrity is the perfect antidote to all that.
Let's not redesign. Let's not rebuild. Doors check, windows check, steering wheel check, bells and whistles, not on my watch. Instead of breaking the mold, we went down and found those pieces from that mold, and we put it back together. This car is an exact replica of a car. This is the most mainstream driving experience. This is the most complacent commuting experience. It's time we took familiarity back. And that's just what we've done with this car. Laurent Alexandre, vous êtes l'auteur de La mort de la mort, vous êtes énarque et chirurgien, c'est suffisamment rare, ça mérite d'être mentionné. Et aujourd'hui, avec le philosophe Jean-Michel Beignet, vous dialoguez sur le transhumanisme dans un livre intitulé « Les robots font-ils de l'amour ?» Le transhumanisme, c'est un projet qui consiste à améliorer les êtres humains, à les augmenter. Alors, est-ce que c'est prométhéen, ça c'est sûr? Est-ce que c'est inédit? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut véritablement supprimer nos limites? Alors, c'est un courant de pensée qui est déjà ancien, de vouloir supprimer tous les impossibles, toutes les limites de l'homme, de la Métrie, Condorcet, Pic de la Mirandole, étaient déjà des gens qui imaginaient un futur dans lequel l'homme maîtriserait son destin. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, notamment la génétique, l'intelligence artificielle, l'informatique, la robotique, rendent possible la cassure de nos limites traditionnelles. Donc c'est sérieux. Quand on parle transhumanisme, on est sérieux et même il faudrait être grave. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui dirigent ces technologies-là sont les gens de la Silicon Valley et les grandes plateformes, les grands géants du numérique chinois, c'est-à-dire les Google, les Facebook, les Baidu, les Alibaba en Chine. Donc effectivement, ce sont des industriels et des chercheurs sérieux qui promeuvent cette idéologie. Aujourd'hui, on sait qu'on peut implanter un cœur artificiel, on sait qu'on peut mettre un bras bionique à un amputé, on sait qu'on peut mettre une petite caméra, ou plus exactement dans l'œil des aveugles, c'est une rétine artificielle. Est-ce que pour autant, on pourrait augmenter notre QI, notre quotient intellectuel, par exemple ? Alors ce serait souhaitable si l'on en croit les gens qui pensent que l'intelligence artificielle va nous dépasser. Techniquement aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Et d'ailleurs, on est plutôt dans une phase de baisse de nos quotients intellectuels, puisqu'en France, depuis 15 ans, le QI moyen a perdu 4 points. Et on sait à cause de quoi? On ne sait pas. Peut-être le changement de méthode éducative, peut-être les perturbateurs endocriniens, des éléments dans la pollution. En tout cas, c'est préoccupant au moment où l'intelligence artificielle va nous challenger. Peut-on modifier notre ADN, par exemple? Oui, on peut modifier notre ADN, mais comme vous le savez, on ne sait toujours pas guérir la myopathie. Donc l'utilisation en médecine des modifications d'ADN qu'on sait parfaitement faire en éprouvette, ça va encore prendre 10 à 15 ans. Peut-on éradiquer les maladies? Alors, le fondateur de Facebook s'est engagé à éradiquer toutes les maladies humaines d'ici 2100. 2100, c'est pas demain matin, ça va prendre un certain temps. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de maladies mortelles. Vous qualifiez la France, dans votre livre, de pays bioconservateur. Mais vous avez l'air de dire que ça n'est pas le cas de tous les pays du monde. Bien sûr, 13% des parents français souhaiteraient utiliser les technologies génétiques pour avoir un bébé plus intelligent, alors que c'est 50% en Chine. Nous sommes beaucoup plus timorés que sont les Chinois. Ça ne veut pas dire que les Chinois ont raison et les Français tort. Et quand on est bioconservateur, c'est-à-dire qu'on tient à ce que tout ça reste naturel et biologique? Les bioconservateurs s'opposent aux pulsions démiurgiques et prométhéennes de la Silicon Valley et des géants du numérique qui veulent changer notre humanité. Or vous avez l'air de dire que si on peut le faire, scientifiquement, technologiquement, on le fera. Il y a peu de technologies dont on ne s'est pas servi dans l'histoire de l'humanité, sauf la bombe atomique. On ne s'en est plus servi à des fins militaires après le Japon. Dans le domaine médical, on s'est toujours servi des innovations technologiques qu'on a mis au point. Est-ce que nous, on pourra l'interdire, si on est si bioconservateur que vous le dites, et si on veut l'interdire, est-ce qu'on va pouvoir interdire le transhumanisme comme on interdit la PMA pour les couples homosexuels ou la GPA?
On sera, si on interdit ces technologies-là, dans la situation où on était en 1965, où, avec l'interruption volontaire de grossesse, les bourgeoises riches prenaient l'avion et allaient se faire avorter à Londres pendant que les ouvrières françaises s'avortaient à l'aiguille à tricoter. En France, dès qu'on parle de séquençage de l'embryon, de choses comme ça, toutes choses qui sont à la base des idées transhumanistes, on pense eugénisme. Immédiatement, c'est l'eugénisme, c'est-à-dire c'est les savants nazis fous, les docteurs qui veulent absolument nous manipuler. Qu'en est-il de l'eugénisme exactement et de son rapport avec le transhumanisme ? Alors les transhumanistes sont eugénistes, et d'ailleurs le mot transhumaniste a été inventé par un eugéniste de gauche, qui était le frère d'Aldous Huxley, l'écrivain du Meilleur des mondes. Il y a une volonté eugéniste, c'est-à-dire d'améliorer les embryons. Alors c'est pas le nazisme, c'est l'opposé, c'est pas supprimer les mauvais embryons, c'est promouvoir les bons embryons et sélectionner les bons embryons, mais c'est effectivement moralement et religieusement très choquant, et c'est un toboggan sur lequel nous sommes déjà depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier qu'en France, l'État, la sécurité sociale, rembourse l'IVG lorsqu'il y a une trisomie 21 et que 97% des enfants trisomiques dépistés sont avortés en France. Nous sommes déjà eugénistes et la sécurité sociale rembourse l'eugénisme en France. Elle le rembourse, mais est-ce qu'elle encourage pour autant ? Elle encourage. En tant que parent, on voit bien qu'il est très difficile de résister au dépistage de la trisomie 21 quand un couple attend un bébé. Donc vous voulez dire qu'on est déjà eugéniste et qu'au fond, on ne le sera qu'un tout petit peu plus ? On est déjà eugéniste, il n'y a pas eu de réflexion politique sur ces sujets-là et je m'en désole. On a généralisé le dépistage de la trisomie 21 sans qu'il n'y ait jamais de débat politique. Et l'eugénisme est une question grave, c'est une question politique, c'est un vrai choix de société. Vous dites, Laurent Alexandre, que le plus imminent, c'est la course avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va devoir interfacer nos cerveaux, le vôtre et le mien, avec des microprocesseurs pour pouvoir ne pas être anéantis par les futures machines dotées d'une intelligence artificielle qui nous surpassera ? Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, des gens comme Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, expliquait le 2 juin 2016 il est urgent que nous interfacions nos cerveaux avec des microprocesseurs, sinon l'intelligence artificielle va nous traiter comme je traite mon labrador. Donc le risque d'une vassalisation de l'humanité par l'intelligence artificielle conduit la Silicon Valley à imaginer qu'il est urgent d'interfacer nos neurones avec des transistors. Mais il y a deux sortes d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle faible, celle-là on la connaît déjà, et puis il y a l'intelligence artificielle forte, et celle-là on la connaît pas encore. Bien sûr, aujourd'hui nous n'avons qu'une intelligence artificielle faible. La voiture qui se conduit seule, le logiciel de Google qui a gagné au jeu de Go. Nous n'avons pas encore une intelligence artificielle qui pourrait souhaiter nous zigouiller. Mais les celle gens de Hal 9000 dans 2000 à l'Odyssée de l'espace. Voilà. Mais les gens comme Elon Musk ou comme Bill Gates sont très inquiets et pensent que l'intelligence artificielle pourrait devenir forte et donc hostile relativement rapidement, avant 2050. Donc d'où la nécessité d'augmenter notre QI, d'où la nécessité de devenir des cyborgs de l'intelligence. Nous augmenter en devenant des cyborgs plutôt que d'être supprimés par l'intelligence artificielle, c'est ce que pense la Silicon Valley et les transhumanistes. La Silicon Valley et les Chinois aussi. Bien sûr. C'est là que sont les géants du numérique avec des acteurs comme Baidu, Alibaba ou Tencent. Et c'est là où vous pensez qu'en France, tout bioconservateur que l'on est, on ne pourra pas reculer, parce que les parents seront demandeurs. Il est probable que les classes moyennes en Europe vont être affolées des progrès de l'intelligence artificielle et vont souhaiter donner toute leur chance à leurs enfants et vont promouvoir dans le futur, comme le souhaitent les Chinois, l'eugénisme, la sélection des embryons et l'interfaçage de nos cerveaux avec des circuits électroniques. Je ne suis pas sûr du tout que ça conduise à une société vivable, mais c'est malheureusement le toboggan sur lequel on est probablement déjà. La mort recule de 3 mois environ par an. Elle a beaucoup reculé au cours du XXe siècle. On vit beaucoup plus vieux qu'on ne... En ce moment, elle stagne un peu aux États-Unis à cause de l'obésité. Mais globalement, elle augmente beaucoup. Elle augmente. Est-ce qu'elle pourra un jour dépasser le mur biologique que l'on fixe à peu près à 120 ans? C'était l'âge de Jeanne Calment. Personne n'a jamais dépassé l'âge de Jeanne Calment. Il y a là un vrai mur biologique, un mur génétique, un mur d'espèces. Vouloir dépasser ce mur
suppose des modifications génétiques, des modifications biologiques profondes de notre identité. Ça suppose de créer un homme 2.0. C'est le projet des transhumanistes. Est-ce que ça doit être le projet de l'humanité? Il faudrait en discuter. Mais à quoi ça servirait d'en discuter, puisque vous avez l'air de dire que si on peut le faire, on le fera. Et non seulement on le fera ici, on le fera là, mais tous les autres diront je veux faire comme les autres. S'il y avait un débat politique mondial sur le sujet, on trouverait peut-être les moyens de réguler, d'organiser une gouvernance de ces modifications génétiques. L'avenir n'est jamais écrit nulle part. L'élection de Trump et le Brexit nous a montré que ce qui paraît impossible peut arriver. Mais alors en France, qu'est-ce que vous voudriez, Laurent Alexandre? Parce qu'en France, on n'en parle pas. On voit ça comme une espèce d'utopie plus ou moins délirante. Il est urgent d'avoir à la tête de l'État des gens qui connaissent la technologie et non plus des handicapés du mulot. Il faut qu'on ait des gouvernants qui comprennent la technologie. Or, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, on a eu 2 présidents de suite qui ne s'intéressaient pas à la technologie. C'est tragique à un moment où il y a tant de choix technologiques avec des implications aussi politiques devant nous. Et vous pensez vraiment qu'on va faire l'amour avec des robots Les gens qui sont en situation de misère sexuelle et qui ont recours à la masturbation et qui n'ont pas de partenaire sexuel préféreront sans doute faire l'amour avec des robots dotés d'intelligence artificielle que de continuer à se masturber. Pour les autres, je pense que faire l'amour avec des êtres de chair va rester supérieur. Et nous serons donc à quelques décennies, dites-vous, d'une post-humanité possible. Quand vous endormez le soir, vous y pensez, vous la voyez, cette post-humanité, et à quoi ressemble-t-elle? Je pense qu'elle pourrait être cauchemardesque et abandonner notre corps et pour devenir des cyborgs ayant fusionné avec l'intelligence artificielle, à titre personnel, cela ne m'enchante pas, notamment parce que j'aime beaucoup la bonne gastronomie et les robots ne mangent pas. Oui, alors moi je me suis souvenu d'une série américaine qui a eu beaucoup de succès en son temps, c'était L'homme qui valait 3 milliards. Est-ce que ce n'était pas ça le premier cyborg, cette post-humanité qu'on nous décrit aujourd'hui? Est-ce que ça n'en était pas le premier exemple? Steve Austin, c'était son nom. Austin était le premier exemple de post-humanité, mais il gardait un corps physique, il n'était pas complètement un cyborg, c'était un être mixte. C'est pas un modèle qui m'attire non plus. Je souhaite que nous gardions des corps physiques tout au long du XXIe siècle. On va regarder le générique de L'homme qui valait 3 milliards. C'était dans les années 70. Beaucoup de ceux qui aujourd'hui misent sur le transhumanisme ont dû regarder cette série quand ils étaient enfants. Ensuite, on s'intéressera à nos intérieurs, l'idée de confort, de bien-être. Tout ça a évolué, mais existait déjà au Moyen-Âge. Et ça présidait déjà à l'époque à la manière dont nous meublions nos logements. Mais d'abord, Steve Austin. L'homme qui valait 3 milliards. Canada numéro 1. Charlotte Duvette, vous êtes historienne de l'architecture. Morgane Walter, vous êtes historienne de l'art et vous publiez Intérieur parisien du Moyen-Âge à nos jours à travers des gravures, des tableaux, des photos d'époque. On s'aperçoit que les notions de bien-être et de confort ont toujours existé. Elles existent depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on parlait d'être bien et on pensait déjà, et on avait déjà envie d'être bien chez soi. Pourquoi les intérieurs parisiens et seulement parisiens ? Alors, les intérieurs parisiens, tout simplement, puisque Paris est souvent précurseur en termes de mode, en termes de style. C'est ici, c'est dans la capitale que les styles apparaissent en premier et qu'ils se développent ensuite en province. Oui, et Paris est surtout le lieu où réside la noblesse. Et la noblesse, les personnes les plus aisées ont le plus les moyens de suivre les modes et de renouveler leurs intérieurs en fonction des styles. Alors dans ce livre, on voit pas seulement les intérieurs des nobles et des grands de ce monde, on voit également les intérieurs plus modestes, ceux de la plupart des gens. On va commencer dès le Moyen-Âge avec un intérieur modeste du Moyen-Âge, une chambre. À l'époque, on n'habite pas seul, hein, et jamais, ça n'existe pas. Et évidemment, alors qu'est-ce que vous voyez, vous? Qu'est-ce qu'il y a le plus important là dans cette image qui date de l'époque, hein? Oui, c'est une représentation perspective de l'idée qu'on se fait d'une chambre au Moyen-Âge. Donc on trouve effectivement la pièce principale et le lit. Hein, puis on dormait à plusieurs, hein, tout simplement aussi pour se tenir chaud. Et même les invités de passage dorment dans le même lit. On dort à 6, à 7. On peut dormir jusqu'à 6, en fonction de la taille du lit, bien sûr. Mais les enfants avec les parents, les amis, tout le monde est là. Exactement. Alors le lit, en plus, est surélevé, vous voyez, avec du sol, hein, par une estrade, pour l'isoler aussi du froid. On a généralement des rideaux aussi pour isoler, pas au niveau intime, mais juste pour garder la chaleur, en fait. La chaleur de la cheminée. C'est le truc le plus important à l'époque. Et pendant longtemps, on va le voir, c'est la cheminée. Hein.
Oui, la cheminée a une place importante et on va d'ailleurs voir l'évolution de la cheminée au fil des siècles. On va voir qu'elle devient de plus en plus petite, de plus en plus décorée. Le coffre qui est au fond, c'est très important le coffre. Le coffre, effectivement, vous avez raison, est très important puisque les seigneurs sont nomades sous la Renaissance et au Moyen-Âge, donc ils changent très souvent de résidence. Et donc il fallait pouvoir enrouler ses tentures, sa vaisselle et ses effets personnels pour voyager. Et quand on est statique dans un lieu, on s'en sert comme table ou comme tabouret pour... On s'assoit là, on est chez des gens plutôt modestes, ils s'assoient sur le coffre quand ils veulent dîner. Il y a un banc quand même aussi. Tout à fait. Il y a également une chaise sur la gauche. Alors concernant le banc, d'ailleurs, la plupart du temps, les dossiers étaient amovibles selon si on voulait se chauffer devant ou derrière. Donc on a déjà une notion justement de bien-être. Alors regardons à la même époque la chambre d'une reine, c'est Isabeau de Bavière. Le lit, vous faites remarquer qu'il est plus long là qu'il ne devait être. À l'époque, on ne dormait pas totalement allongé. Exactement. On dormait à moitié assis parce que être allongé, c'était symbole de mort et personne ne veut ressembler à un gisant, forcément. Et donc, là, bien sûr, on a une perspective qui donne l'impression de déformer un peu. On n'a pas encore véritablement découvert la perspective moderne. Voilà, on est encore au Moyen-Âge, donc forcément, Isabeau de Bavière était la femme de Charles VI. Et là, donc, elle reçoit Christine de Pisan. Donc, on est dans une chambre de parade. Chambre de parade, contrairement à la chambre de retrait. Chambre de retrait pour la vie privée, où on lit, on mange, on dort. Qui est réservée aux reines et aux rois. Voilà. Personne d'autre n'en a. Et la chambre de parade, c'est la chambre où on reçoit ses invités. Et pourquoi les volets sont-ils intérieurs à l'époque? Alors on a des volets intérieurs, surtout parce qu'on a des barreaux en fait aux fenêtres. Et les barreaux étaient à la fois pour empêcher bien sûr les personnes de rentrer, mais aussi pour empêcher les femmes de sortir. Selon les écritures de l'époque, on dit que les femmes sont plus facilement enclines au péché, et donc on doit les contenir. Et finalement, on a la chambre des dames, qui est en fait un lieu qui est assez, plutôt fermé, et où le propriétaire est le seul à avoir la clé. Donc c'est assez rare. C'est surtout dans la noblesse, c'est pas une généralité, mais il y a quand même cet aspect-là. Passons au XVIIe siècle. Alors on va regarder un intérieur modeste et un intérieur bourgeois du XVIIe siècle. Commençons par l'intérieur modeste. On voit qu'il n'y a pas de meubles imposants à l'époque. On est chez soi, mais on n'a pas encore énormément de choses. Qu'est-ce qui compte là à ce moment-là? Alors, on a présenté assez peu d'intérieurs modestes parce que finalement, les intérieurs modestes évoluent peu entre le Moyen-Âge et le 19e. On a finalement qu'une ou deux pièces pour vivre. Donc les murs sont très simples. On n'a aucune décoration, ce qui tranche beaucoup avec les autres intérieurs. Il y a quand même des petites choses accrochées. Il y a quelques petits, une sorte de petit tableau, une gravure, mais généralement les intérieurs étaient avec des tentures ou des lambris ou de la peinture. Et là, vraiment, c'est un signe de pauvreté. Et toujours la cheminée. Et vous faites remarquer que pendant des siècles, cette omniprésence de la cheminée fait que la première cause de mortalité sont les brûlures. Alors c'est surtout la première cause d'accidents domestiques. Beaucoup de brûlures. Il y avait d'autres causes de mortalité, mais effectivement à cette époque c'est très très important. Et on n'a pas encore les écrans de cheminée ou toutes les protections qu'on aura par la suite. On n'a aucune intimité à cette époque-là. On vit tous au même endroit, les uns sur les autres. Et quand on va alors chez les bourgeois, on s'aperçoit que la salle à manger, qui n'existe pas, en fait, se dresse chaque jour aux côtés du lit. Tout à fait. Oui, parce que du coup, comme dans la chambre, n'est pas la chambre à coucher au sens où on l'entend aujourd'hui, et donc c'était aussi un lieu de vie. Et on dressait effectivement la table. Ici, il y a la table avec un tapis, plus une nappe, avec les chaises, des chaises sans accoudoir pour les robes des dames, évidemment. On est au XVIIe siècle, on le rappelle. Oui, c'est très intéressant que on voit leurs robes. On peut pas s'asseoir avec des chaises qui auraient des accoudoirs. Il ne peut pas y en avoir, sinon les robes gonfleraient. Toujours des rideaux autour du lit, toujours un dais, et le lit très haut. Exactement. En fait, avoir une couche basse est synonyme de pauvreté. Donc plus le lit est haut et plus on est dans une classe sociale élevée. Alors regardons maintenant la toilette. Comment fait-on sa toilette? Alors on est plutôt chez des gens aisés là. On est au XVIIe siècle. On fait sa toilette toujours devant la cheminée, évidemment. Et le plus marquant, c'est qu'on n'a pas d'eau. Exactement. Alors au XVIIe siècle, on pense encore que l'eau est vecteur de maladies et donc on fait une toilette sèche. On se frictionne le corps avec des linges imbibés d'alcool pour camoufler les odeurs corporelles. On se parfume et on se poudre le visage pour avoir le teint pâle, ce qui était la mode, bien sûr, à l'époque. Ensuite, un siècle plus tard, on va découvrir l'eau quand même. Exactement. L'eau va avoir un retour en grâce et on va recommencer à se laver avec de l'eau. Et c'est ce qu'on voit effectivement sur cette autre œuvre du 18e. En couleur, celle-ci. Exactement. On est en 1740 à peu près, et là il y a un bidet. Donc on voit une servante. Les premiers bidets. Les premiers bidets, tout à fait. Elle est en train de le remplir avec la bouilloire. Avec de l'eau chaude, donc un réceptacle avec un châssis en bois, et on fait plusieurs toilettes. Alors il y a la première toilette du matin quand on se lève, et ensuite on a la toilette comme on voit donc au XVIIe
XVIIe siècle, la toilette où on reçoit. Donc on se part, on met donc les bijoux, etc. On se coiffe, on s'habille, tout en recevant un invité et en On fait ça devant tout le monde, enfin devant ses invités. Et ça pouvait prendre plusieurs heures. Les enfants, alors regardons un peu le sort des enfants à ce moment-là. Ça n'existe que pour les gens plutôt riches, on le voit. Hein, là, on est au XVIIIe siècle. Oui. Au XVIIIe siècle, les enfants, ces enfants-là ont leur chambre, mais c'est une servante qui est au milieu de. Ce sont pas les parents. Non, effectivement. La chambre d'enfant est un espace qui est vraiment inventé à la fin du 19e siècle. Avant la fin du 19e siècle, il n'y a pas de chambre d'enfant dans les plans des appartements. Non, ça apparaît à ce moment-là. C'est quoi? On prend le placard et on en fait le chambre, ou ils vont chez leur nourrice? En fait, les nouveau-nés étaient confiés à une nourrice pendant très longtemps. Cette pratique a évolué au cours du 19e siècle avec l'apparition de la nourrice à domicile. Et donc les enfants, on commence à trouver des traces des enfants dans les appartements bourgeois à ce moment-là. 1870, vous dites dans le livre, c'est là où on voit vraiment les premiers plans d'appartements où il y a écrit chambre d'enfant. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ensuite, c'est au début du XXe siècle, avec la disparition des domestiques et des servantes, que l'enfant va vraiment obtenir une chambre, un espace à lui. Comme celle qu'on voit là en noir et blanc. En 1910. Là, c'est des gens plutôt aisés, on imagine. Oui, ils sont assez précurseurs, puisque c'est vraiment à partir des années 1920 qu'on commence à avoir vraiment la chambre d'enfant au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors là, je voudrais qu'on s'attarde sur une magnifique salle de bain. C'est une salle de bain pendant la Révolution. Hein. Mais évidemment, une salle de bain comme celle-ci, ça ne peut être qu'une salle de bain de stars. Et il y avait déjà des stars à l'époque. Dès qu'il y a eu des journaux, il y a eu des stars. Là, c'est une célèbre danseuse qui s'est fait construire une salle de bain magnifique. On est pendant la Révolution française. Tout à fait. Alors en fait, c'est Mademoiselle Dervieux, célèbre danseuse à l'opéra, qui voulait rivaliser avec sa rivale, donc Mademoiselle Guimard, qui avait aussi une très belle maison dans le 9e arrondissement. Et donc elle se fait construire une magnifique maison fin 18e. Et en 1789, son amant, l'architecte Bélanger, va ajouter une aile avec cette salle de bain, donc de forme polygonale, qui ouvre directement sur un jardin de plein pied. Ouais, c'est la salle de bain de Rihanna aujourd'hui. On peut dire ça un petit peu, oui, tout à fait. Donc, dans un style antique, puisque c'était la mode à cette époque, on a un bassin circulaire en marbre, enfin quelque chose de très luxueux. Et il faut toujours se souvenir qu'il y a des stars déjà il y a 200 ans, exactement comme aujourd'hui, et on s'y intéresse déjà dans les journaux de la même manière. Alors regardons maintenant les immeubles qui commencent à proliférer à partir du 19e siècle. Hein, et l'immeuble se découpe, c'est très hiérarchisé, les immeubles de nos ancêtres. Hein, L'immeuble, en fait, il naît au 18e, fin 18e, mais vraiment on en construit beaucoup au 19e siècle. Donc là, c'est intéressant puisque avec cette coupe, un peu sarcastique bien sûr, un peu cliché, mais on voit au rez-de-chaussée la concierge, la cuisine. Les cuisines sont toujours au rez-de-chaussée, côté cour ou dans les étages, mais éloignées des espaces de vie. À cause des odeurs. Exactement, à cause des odeurs. Et donc, la bonne devait parfois beaucoup marcher avant d'amener les plats à table. Le premier étage, c'est l'étage noble. Oui, l'étage noble. Donc, on dit qu'on baille dans la soie, dans les premiers étages à Paris. Ensuite, en haut, donc on a une famille bourgeoise. Donc là, ils sont plus nombreux, une plus grosse concentration, un peu moins de luxe. Au deuxième étage, le deuxième étage, c'est un peu moins bien que le premier. En fait, on a une stratification sociale. Plus on va vers le haut, et plus à la fois le plafond se réduit et le statut social aussi. Tout en haut, c'est les chambres de bonne, évidemment. Alors les chambres de bonne. Dont on fait aujourd'hui des appartements tout à fait charmants. Oui, tout à fait. Et donc là, oui, on voit une famille un peu désargentée, un philosophe ou un poète en train de méditer et des artistes. Alors maintenant, je me tourne vers Morgan Walter parce qu'on s'approche du XXe siècle. Regardons un intérieur modeste de la fin du Second Empire, un riche intérieur de la même époque. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez, vous, tout de suite? Il n'y a pas beaucoup de choses qui, en fait, lient ces deux intérieurs. On a vraiment, d'une part, une chambre très modeste et de l'autre, une salle de réception fastueuse, luxueuse. Magnifique, oui. Et s'il y avait un fil rouge à tendre entre ces deux intérieurs, ce serait peut-être la question de la frontière entre les espaces privés, les espaces publics. Là, au XIXe siècle, la chambre à coucher est encore un espace hybride entre un espace de réception et un espace extrêmement intime. Oui, chez les gens sans argent, peu fortunés. En revanche, dès qu'on est fortuné, on a des pièces absolument gigantesques. Sublimes, on a de la lumière. Là, sont encore des lampes à pétrole qu'on voit luire, mais l'ampoule électrique va arriver là dans quelques années. Et ce sont les riches qui les premiers en profiteront, bien entendu. Si on regarde en revanche un intérieur, une chambre d'ouvrière de 1910.
1910. Oui. On s'aperçoit qu'elle n'est pas très différente de la chambre de cette jeune femme de la fin du Second Empire. Elle n'est pas très différente et pourtant, moi, ce qui me frappe, c'est de voir la dimension extrêmement personnelle dans la décoration, qu'on ne trouve pas en fait dans l'intérieur modeste, qui est encore un petit peu un espace de D'accord, elle est vraiment chez elle, et elle peut mettre ses souvenirs. Et puis bon, il y a autre chose, c'est qu'il s'agit très probablement de la seule pièce à vivre en réalité. Regardons les premières vraies salles de bain. Là, c'est évidemment chez les riches, hein, bien entendu, mais on voit arriver les toilettes, la lunette de WC, comme on dit. C'est drôle, on ne sait pas la date de l'arrivée des toilettes. C'est une révolution extraordinaire, et oui. on n'a aucune idée de quelle est l'année où, pour la première fois, on a pu s'asseoir sur des WC en restant chez soi. Non, effectivement, bon, on a toujours des périodes un petit peu floues, progressivement au cours du 19e siècle, mais on n'a pas de date extrêmement fixe, en fait. Et l'eau courante, c'est la même chose. Le premier qui a pu tourner un robinet et avoir de l'eau chaude chez lui, on ne sait pas quand c'était. Et là, évidemment, il y a cette très belle baignoire. C'est le confort moderne, là. Sublime, c'est Art Nouveau, c'est et c'est le XXe siècle. C'est le XXe siècle. Mais attention, même si la salle de bain se généralise, elle reste un luxe total jusque dans les années 50. Et elle n'est intégrée dans les plans d'architectes qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ben justement, sautons dans les années 50 pour voir une cuisine d'une famille modeste. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de cuisinière. Non, non, non. C'est à peine s'il y a des placards, en tout cas il n'y en a pas sur les murs. Non, en fait, la cuisine, c'est vraiment la pièce qui gagne ses lettres de noblesse au cours du XXe siècle. Et à partir des années 50, il y a le succès immense des arts ménagers et de toute la publicité faite autour de la ménagère. Et du coup, la cuisine est une pièce qu'on commence à montrer, qu'on équipe. Il y a vraiment ce degré de confort qui est mesuré par le degré d'équipement de la cuisine et qui atteint son paroxysme dans les années 80 avec ce qu'on a appelé la cuisine ouverte, qui était où on a dit la cuisine est devenue la rivale du salon. Dans les années 60, on a déjà parfois des cuisines ouvertes, mais c'est dans les studios. On va regarder un studio des années 60. Ça c'est fou ce que ça a l'air moderne d'ailleurs, ce studio des années 60. Oui, il est superbe. Très peu de mètres carrés, mais il y a tout là. Enfin, il y a le confort moderne là. Oui, on peut dire ça. Alors bon, il faut savoir que le studio apparaît déjà à la fin du 19e siècle, qu'on appelle studio pour célibataires, mais c'est devenu le type de logement principal parisien vraiment au cours des dernières décennies, avec la hausse des loyers qu'on connaît. Et donc le grand défi de ces espaces très restreints, c'est de condenser, c'est vraiment de rationaliser l'espace. Et là, on a un superbe exemple avec ce meuble central, qui est tout à la fois un rangement pour la vaisselle, une table que l'on peut tirer, à laquelle sont assises, peuvent s'asseoir jusqu'à 4 personnes, et aussi on peut mettre le lit en dessous, et du coup faire du lit un espace canapé et transformer le coin nuit en un espace salon. Alors on en est où maintenant, ce début du XXIe siècle? Ce serait quoi pour vous le grand apport? On a deux tendances, deux caractéristiques principales. C'est d'une part l'ancrage dans la technologie, de plus en plus importante, et les considérations écologiques. Bon, effectivement, une étude de 2006 montre que 91% des Français se disent concernés par l'environnement. Et donc, on a l'utilisation de nouveaux matériaux naturels, on a des espaces plus verts. Enfin, on est vraiment dans une recherche d'harmonie entre l'homme et son environnement urbain. Je vous remercie toutes les deux d'avoir terminé cette émission avec moi. Là, on a eu une vraie notion du progrès. C'est un mot qu'on en utilise de moins en moins, mais il a eu son sens et j'espère qu'il l'aura encore. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur France 2, de très bonnes fêtes. On se retrouve le 25 janvier pour un 5e numéro d'Hier, Aujourd'hui, Demain.